NBA Awards Tac, 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 tac. 2023. La course, elle est presque finie. Les votes. Les votes, exactement. Nos votes. C'est l'heure de voter. Nos votes, impartiaux, objectifs, argumentés. Exactement. Comme toujours. L'objectivité, avant tout, on s'installe tranquillou bilou en espérant que vous allez bien. Alex, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, la régulière touche à sa fin. Une fin de régulière assez cool, je trouve. Yeah. Avec pas mal de choses à suivre, des équipes qui sont au moment où on fait cette vidéo dans des batailles absolument inextricables pour le play-off, pour le play-in pardon, ou les play-offs. Qui sera qui? Tu vois, c'est ça. Qui sera où? Quand? Tu te rends compte qu'aujourd'hui à l'Ouest, t'es 8ème, tu peux dire je peux être 5ème encore. C'est ça? Ou tu peux être Il 5ème et reste dire 3-4 matchs. est-ce que je serai en play-off? Ouais, c'est ça. Donc, plein de choses à suivre sur cette fin de régulière, et notamment les courses au trophée qui commencent à animer pas mal les débats, les discussions. C'est toujours le même merdier. On a parlé récemment, c'est peut-être pas la course sur laquelle on va le plus s'apesantir aujourd'hui, mais on a parlé récemment du MVP. Évidemment. On en a fait toute une vidéo. Le plus prestigieux des trophées individuels, c'est vrai qu'on a fait un apéro complet, vous pouvez foncer le voir. Mais comme le dit Alex, nous sommes officiellement dans le Money Time, c'est la dernière semaine de la saison régulière de NBA 2022-23. Ce dimanche, c'est la fin du monde, tout simplement, puisqu'il y aura 30 équipes sur les parquets, 15 matchs entre 19h et minuit, ça va être n'importe qui quoi. peuvent valoir cher. Dont certains qui peuvent avoir c'est vrai, hein. Tout à fait. C'est pas du tout. C'est une vraie soirée, quoi. Complètement. Des gros jeux de classement, des équipes aussi à qui on va dire au revoir et qu'on reverra en octobre. Il y en a, ça y est, on le sait déjà. C'est les dernières minutes, les dernières heures. Et donc, forcément, il y a toujours ce même jeu. C'est quoi? C'est qu'en fait, on passe au play-in, au play-off et on oublie qu'en fait, les trophées de ces régulières, c'est acté. Donc, en fait, en termes de créneaux, attends, je réfléchis. Entre les previews de play-off qu'on va faire la semaine prochaine, entre restez connectés, un potentiel bracket contest qui pourrait revenir. D'autres petites émissions, genre, je sais pas, de la science-fiction avec Simon et tout ça, c'est que maintenant qu'on peut faire les awards, en fait. Exactement, c'est maintenant. Après, ça va changer trop vite. Et en plus, après, ça ne concerne plus les awards. Ça ne concerne plus les awards. Je rappelle que les performances en play-off ne concernent pas les awards dont nous allons discuter dans cette vidéo. Voilà. Mais pourtant, non, mais c'est important parce que j'ai beaucoup vu l'argument, oui, mais lui, en play-off, il fait jamais rien. Oui, alors du coup c'était un trophée de régulière. Yes. Ah non mais c'est quand même important. Ce sont mes phrases préférées aussi. Vraiment de très très loin. T'as passé le permis? Oui, mais l'écologie. Oui. Et alors du coup, c'est simple, le line-up il reste le même. Comme les années précédentes, les awards, on vous attend, vous, dans les commentaires, avec vos propres votes, parce que on va faire des screens, on va surveiller tout ça. Et Alex, pour le rappel, on va avoir des trophées qui vont être annoncés au fur et à mesure. La NBA n'a plus la cérémonie des NBA Awards. Au fur et à mesure, on va donner ces trophées aux joueurs pendant les playoffs. Ouais, exactement. Ça fait des petites cérémonies à la maison et tout, ça peut être sympa. On espère que le MVP ne recevra pas son trophée en tongs. Ou que ce soit, que ce soit à Denver, à Philadelphie, à Milwaukee ou dans d'autres endroits éventuels, on espère que ce MVP sera encore en activité. Même chose d'ailleurs, mais il y a les trophées où c'est moins évident. Tu vois, par exemple, le rookie de l'année. Bon, là... Moi, je sais pas pour toi, mais moi, mes candidats, pas sûr que ça brille trop en play-off. Pas sûr. Pas sûr, j'ai dit. Pas sûr. Il y en a peut-être 2-3 dont on pourra parler. Oui, mais il y en a un ou deux qui pourraient faire les playoffs, mais enfin, c'est vite, tu vois. Exactement. C'est vite vu. Vous aurez des annonces quasiment tous les 10-15 jours avec officiel. La NBA a voté et c'est lui qui sera rookie de l'année, progression de l'année, coach de l'année, 6e homme de l'année, défenseur de l'année. On a et des annonces MVP. de podium aussi ou pas du tout? Non, c'est direct les votes, je crois, maintenant qu'il n'y a plus de cérémonie. On va voir comment ça se passe, mais c'est vrai qu'il y a des modifications. D'ailleurs, vous avez vu, moi j'en avais parlé dans les cafés, dans les années à venir, Alex, on aura des modifications sur les trophées. Attention, qui a joué minimum 65 matchs? Ah oui? Eh oui. 65 matchs, ça veut dire que cette année, le MVP, c'est Jokic. Oh là là là. Voilà. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Bravo Tatum. Ouais, non, quoique Embiid peut encore jouer assez de matchs, il en est à 64 au moment où on parle. C'est ça. Donc il peut encore faire les 65 matchs pour voilà. À partir. Mais tu vois, bien sûr, à partir de l'année prochaine, il y aura des modifications. Ce qui est donc sûr et certain, c'est qu'on vous attend, vous, dans les commentaires, 1, pour nous clasher, ou 2, féliciter notre objectivité, et puis surtout 3, pour donner votre avis, parce qu'on va les faire un par un. Alex, dans l'ordre, on va faire le rookie,
puis la progression de l'année. Après, on ira voir les entraîneurs pour le Coach of the Year, puis le 6e homme de l'année, avant de parler défense, Deepoy, et finir avec les 3 lettres les plus respectées des trophées individuels MVP. On fait quoi pour chaque trophée? On fait le tour vite fait de 6, 7 candidats, 8 candidats probables, et puis après on fait péter les petits top 3, c'est ça? C'est ça, je vais peut-être trouver dans l'ordre les top 3 ou... Je vais peut-être trouver des tablettes, il n'y a peut-être pas des tablettes, je vais voir. Où est-ce qu'on a pu les foutre? Peut-être là ou peut-être pas, je vais voir. Bon, c'est pas grave. C'est pas de tablette, on verra. Attends, je vais trouver ça. Ah, tristesse. À l'impro total. Qu'est-ce que j'ai foutu? On n'est pas préparé, dis donc. Non mais tu vas voir. Bah tant pis hein. Bah tu vas voir, peut-être qu'elles seront dans un coin là. Je vais les trouver. Ah si, elles sont derrière le Mac. Bon. Une seule take sur les Est-ce apéros. qu'on a des stylos? On a des stylos. Oui. Ouais. C'est le fameux épisode de la C'est recherche bon. des tablettes. Donc, en effet, comme tu disais Alex, on va prendre des tablettes et on mettra notre vote dessus. Ouais, notre 1, 2, 3. Notre 1, 2, 3 Notre 1. Ah, notre 1 seulement? Notre 1 seulement. D'accord. Ah oui, tu mets ton vote. Tu mets ton D'accord. vote. Ah oui. Il est bien préparé. Yes, il est c'est l'apéro. Non, mais c'est ton vote. Bah, tu vas pas voter pour 3 joueurs. Non, mais dans l'ordre. Premier de, mais, parce que t'as un vote, mais tu vois. Bon, mais on met qu'un nom. On met qu'un nom, ça Moi, me je va. pense qu'on met un seul nom. C'est Ça notre me va. vote officiel. Ça me va, ok, d'accord. Et vote après, officiel. tu peux élaborer si tu veux sur ton côté. Bon, bah, je pense que lui et lui peuvent être 2 et 3e, mais c'est vraiment. Ça ton me vote, va, toi. d'accord, ok. On va Je valide cette histoire de mettre un peu de piment sur des discussions, tu vois, de classement, mais ok, ça me va, ça me va, ça me On va. va faire le vote final, comme ça on sera sûr et certain. Et les gens verront les tablettes et se diront: ah, du coup, je comprends pour qui vous avez voté cette saison. Du coup, maintenant que vous avez tout compris, parce que c'était extrêmement fluide cette intro, on va pouvoir démarrer. Vas-y. Tu donnes les tablettes alors? Je vais donner les tablettes et on va pouvoir parler justement des rookies de l'année, puisque Ouais. Alex, Client. nous sommes sur le premier trophée. Forcément, on parle des plus jeunes. Ouais, on a pas mal de clients, on a des. On a une bon belle. J'aime bien cette cuvée, moi. Il y a des bons joueurs. Je pense qu'il y a des longues carrières là-dedans. Tout à fait. Par exemple, Jabari Smith, par exemple, je pense qu'il va faire une longue carrière. Jabari Smith, Houston. T'es d'accord? Tout à fait. La saison n'avait pas très très bien démarré, mais la fin est superbe. Ah, la fin est super, là. Le mec, il envoie des stats, il fait des vrais matchs, il est impliqué en défense. Non, franchement, vu le marasme dans lequel il joue et le manque de fond de jeu d'ailleurs de l'équipe au global, ouais. Non, de faire Je lui. pense que sa fin de saison, elle est très très haut placée. Franchement, il aurait joué comme ça toute la saison. Il aurait peut-être pu, sur ma bien tablette. sûr, il serait peut-être Tu sur la vois. tablette. On va voir. Ouh là là, si ça se trouve, Alex l'a mis ou pas sur sa tablette, on va voir. Il y a Monsieur Paolo Banchero, forcément, dont on doit parler, puisqu'il a fait une grosse saison du côté d'Orlando. Impeccable. L'arrivée, on avait parlé, Alex, dès la Summer League. On avait vu ce que donnait Paolo Banchero. Ça a été très très solide. On est dans les meilleurs Physique marqueurs. de ouf. Physique de fou. 20 points par match. Yes, sir. Puissance, QI basket, point faible, pourcentage au tir. C'est son point faible, on va dire. C'est sûr. C'est vrai, hein, notamment Bien sûr. derrière l'arc et tout. Mais à côté de ça, puis il arrive à scorer quand même. Dès le début, il a été genre le gars sur lequel le Magic veut s'appuyer et il l'assume très bien. Efficace au rebond. Ah, gros joueur. Très très grosse vrai point, gros saison. joueur. Bah, numéro 1 de draft. Hein. Tout à fait, qui a assumé à fond son dossier. C'est vrai. Mais tout à fait. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, là, moi, j'ai bien hâte de voir ce que les gens vont dire parce que à quelques semaines de la fin du vote, c'était assez ouvert. Il y en a qui ont notamment mentionné un garçon qui a fait une très très grosse saison du côté d'OKC, Alex Jalen Williams. Jalen Williams, ça va, énorme. Jalen Williams, sur la saison, il est à 14 points, 4 rebonds, 3 passes, de la Ouais. bonne défense avec des pourcentages au tir honnêtes. Même plus qu'honnête, hein. Il a 35% à 3 points, mais il a vrai plus de 50% dans le tir global. Il a démarré doucement, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu venir. Mais si tu regardes, moi je me suis amusé à faire ses 25 derniers matchs. Ah bah oui. Bah, il est à 19 points par match sur ses 25 derniers matchs, quasiment 6 rebonds et plus de 4 passes, Bien sûr. à 55% au tir. Non, mais Ça, c'est des statistiques de rookie de l'année. Hein. il était énorme et c'est ce qui a créé d'ailleurs le débat avec Monsieur Jalen Williams parce que certains disaient bon bah par rapport à l'élément dont tu parlais là de propreté ou de manque de propreté d'un Paolo Banchero, ce que montrait Jalen Williams dans une équipe qui était très très forte, c'était un peu genre oh en fait c'est peut-être lui le rookie de l'année. Surtout qu'en plus, à la base, moi, je pensais que c'était plus un 3, mais un 3-2, c'est-à-dire un swingman, un mec qui joue sur l'extérieur comme ça. Il a beaucoup Ah porté ok, le ballon, hein. si, faute de mieux, il a beaucoup joué poste 4, il a beaucoup joué vraiment dans le fond de court, puisque tu as souvent Josh Giddey, Shai et Lou Dort. Tu vois, donc il a beaucoup été décalé. Mais avec ses longs bras, il s'en est très très bien sorti, avec son intelligence aussi. Il a pris des match-ups défensifs assez intéressantes Tu avec vois, des Shai gars Dort. plus gros que lui et Ouais. tout, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc non, vraiment,
super rookie. On l'a pas vu venir du tout. Lui, moi, je l'avais pas vu venir. En tout cas, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Et il fait partie intégrante de la réussite d'Oklahoma City cette saison. Ses progrès et les différences qu'il a su faire sur un poste 4 qui est pas forcément le sien à la base, ça joue beaucoup dans les résultats au-dessus des attentes de la part des Thunder. Complètement. On a parlé d'Orlando et de Houston qui sont des équipes où ça ne gagne pas trop. On a parlé là d'OKC où ça gagne bien. Il y a Sacramento, évidemment, qui a cartonné cette saison. On a fait un apéro récemment. D'ailleurs, le cœur, c'était magnifique. Ils ont perdu contre San Antonio en prolongation à domicile le match suivant. On respecte les traditions. Classique. Monsieur Keegan Murray, qui nous a fait quand même une saison de dingue dans une équipe top 3 de sa conférence. Tu tapes le record de Damian Lillard et Donovan Mitchell en termes de 3 points rentrés sur une saison par un rookie. Il a été solide, régulier. C'est un gros coup de cœur et qui avait un spot de draft pas facile. Il était top 4. Titulaire, ouais, 4e. Titulaire dans la meilleure attaque de la ligue qui est top 3 de l'Ouest. Pardon. Ah, mais c'est énorme. Si des gens me disent, pour moi, le rookie de l'année, c'est Keegan Murray, ça se regarde. Ça s'entend. Non, ça se regarde vraiment. Le mec, Bien sûr. est-ce que Jalen Williams ou Paolo Banchero auraient aussi bien fit dans cette équipe des Kings? C'est à discuter. Est-ce que Paolo Banchero ou Jalen Williams sont des meilleurs joueurs que Keegan Murray? Ça se discute aussi. Attention, aussi, hein, tout à fait. Non, mais bien sûr. Mais c'est pas facile pour un rookie de faire son trou dans une équipe qui réussit comme ça et de devenir une pièce, quoi. C'est un joueur important, en fait. Complètement. D'une équipe qui Là, gagne. il va aller jouer les playoffs, quoi, lui, avec l'avantage du terrain. Hein. C'est clair. Keegan Murray, il aura plus d'XP que la plupart de ses Banchero, garçons. c'est sûr, il est devant la télé. Ah, non, et Jalen Williams, on va voir. Et Jalen Williams, c'est rare. Il y a un garçon aussi qui a frôlé les playoffs. En tout cas, ça va devenir bientôt officiel. Et je crois qu'à cause de commotion protocolaire, commotion cérébrale, j'allais parler de Walker Kessler parce qu'il fait une saison rookie énorme. Putain, Et malheureusement, c'est important de le rappeler, Alex, on va aussi parler des critères de la part des votants. C'est que pour être rookie de l'année, c'est rarissime de voir des joueurs de devoir, type Walker Kessler, où c'est très très fort, très efficace, points, rebonds, contre, défense. C'est un peu un trophée qui est aussi réservé aux gros scoreurs quand même, le rookie de l'année. C'est difficile pour Walker Kessler. Là, il y a un rookie à 20 points et il y a 2 rookies à 14-15 points. Ouais. Compliqué pour Walker Kessler de faire son trou là-dedans, même si, waouh. Mais sa saison rookie est exceptionnelle. Et pareil, lui, il peut faire une longue carrière. Ah, il va. No disrespect envers Rudy, parce qu'on sait que c'est malheureusement la story qui l'a suivi pendant toute la saison, mais à Utah, ils sont pas du tout mécontents d'avoir remplacé Rudy par tout un tas de pics, plus Walker Kessler. Ils ont leur pivot du futur. Pas le même joueur. Ça leur a permis de faire un bon gros cadeau aux Lakers, en plus, c'est bien. Ça, il aime bien, entre franchises qui s'apprécient. Bah oui, voilà, c'est ça, entre amis. Non, mais tu vois, hein. Des garçons qui ont très mal démarré, Alex, ou plutôt qui ont démarré en difficulté, mais qui ont très bien fini. Comment ne pas parler de monsieur Shaedon Sharpe, qu'on a vu récemment avec Portland cartonné. Temps de jeu, là, Portland qui a shut down tout le monde. Ah, Shaedon Sharpe, il joue au basket, hein. Bon, en gros, c'est les Blazers du reste de l'année, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, même si ça shutdown, ça reste les mêmes. Non, t'es vache. Non, mais quand il n'y a pas Lillard, il y a plus de ballons pour Shaedon Sharpe quand même. Ni Anthony Simons, ni tous, je taquine. Mais c'est vrai que Shaedon Sharpe, là, Billups a pris sa première bonne décision de la saison. Il a dit les ballons dans les mains du garçon. Et là, il cartonne. Il y a des matchs à plus de 20 et plus de 25 points. Et vraiment, on avait parlé dans l'apéro, les 10 choses à suivre sur la fin de saison. Cette espèce de trampoline qui est pris par certains, ce tremplin de rookies qui se disent ok, la saison elle est foutue, on va pas aller loin, mais par contre je prépare déjà la suivante. Shaedon Sharpe il est en plein dedans. Ah bah trampoline et Shaedon Sharpe dans la même phrase, en plus ça a fait plutôt du sens, t'as vu ou pas? Non mais c'est vrai, l'autre t'as vraiment la sensation qu'il y a un trampoline sous lui tout le temps dès qu'il appuie. Complètement. C'est incroyable. Complètement. Incroyable comment il monte, mais bon ball handler, j'aime bien ses choix, non c'est un bon basketteur. D'autres garçons qu'on peut mentionner très rapidement. Jaden Ivey du côté de Détroit, tout à fait. Bénédicte Mathurin du côté de Indiana. C'est une bonne saison. Bénédicte Mathurin, très 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 bon début de saison. Ouais. Deuxième partie de saison plus compliquée. Mais très très bon début de saison. Ben Mathurin, quand on a fait les courses au trophée il était podium, en décembre, on était là. Attends, est-ce qu'il serait pas 6e homme de l'année, rookie de l'année, un truc bidule. Non, c'est vrai. Là, on va voir. Mais oui, Ben Mathurin, super saison de rookie. Et Jaden Ivey, dans le marasme pistonien. Il a fait ses chiffres. Il fait des chiffres. Il n'y a pas Kate Cunningham. Il a mis de l'impact. Il fait quand même une sacrée bonne saison de rookie. Je veux dire, si ça se trouve, Jaden Ivey,
potentiellement, c'est le meilleur joueur cette promo et en fait, il va nous le prouver dans les 3-4 saisons à venir. Il y a 16 points et 5 passes de moyenne dans une équipe qui est affreuse. Désolé les fans des Pistons. De toute façon, cet apéro, il y aura de la gratuité pour tout le monde. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un joueur qui a fait des très bons chiffres et des bonnes performances parce que c'est le néant absolu? C'est ça, c'est à voir. Si ça se trouve, c'est ce que j'ai dit. Michael Carter-Williams ou Brandon Roy, on va voir. C'est ça, ou est-ce qu'il est capable, à côté d'un mec qui monopolise plus la balle comme Cade Cunningham, de trouver son rôle un peu plus off-ball justement et de continuer à performer, voire de progresser, parce qu'il a la dimension physique NBA, il a le handle, il a la vision, moi je trouve bon à la passe. Après le shoot... Non, c'est le shoot, c'est certains fondamentaux. Le c'est un athlète énorme, mais il reste des fondamentaux à développer tout à fait. Je pense, ouais. D'autres petits noms, évidemment, pour les balayer, parce qu'ils ne sont pas dans la course, dans le podium, duo, mais évidemment des belles choses montrées par Jeremy Sohan du côté de San Antonio, Monsieur Andrew Nembhard du côté d'Indiana, à côté de Bénédicte Mathurin, c'était très bien, AJ Griffin, David Roddy, on a vu aussi Mark Williams très bien finir la saison. Tout à fait, Mark Williams très bien finir sa saison avec Charlotte. Un Charlotte, un pivot, grand, costaud. Ah merde! Rebond, protection de cercle. Mais qu'est-ce peut-être fallait le faire titulaire dès le début, non? Mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Ah bah. Mais on l'a notre pivot en fait. Ah, t'étais sur les photos d'équipe? Je t'ai pas vu. Sans déconner. Ils sont incroyables. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors très étonnamment, Charlotte a une des meilleures défenses de la NBA avec Mark Williams en pivot. Oui. Bizarre, hein? Ouais. Et puis, franchement, on parle que du... Mais je trouve, en attaque, je trouve pas dégueu. Il y a des mains. C'est jouer au basket? Non, il fait des lectures de passes. Non, il va être super. Ouais, franchement. C'est la bonne nouvelle des 30 prix en 30 jours des Hornets. Le reste, on va voir. On verra. On verra. Doucement. Il y aura un nouveau proprio déjà. Tout à fait. Alors, les Hornets. Alors, Michael Jordan. Alors, les départs. Alors, dans les départs, Mitch Kupchak. Michael Jordan. Terry Rozier. Voilà. Et compagnie, Kelly Oubre. D'autres qui ont fait du bien, Christian Koloko, bien quelques minutes à Toronto. Jalen Williams, on parle souvent de Jalen Williams, mais Jalen Williams, leader de la NBA en passage en force. Provoqué, passage en force provoqué, tout à fait. Ochai Agbaji du côté du Utah, c'était très bien. Voilà, il y a plein de garçons, Jalen Duren. Bref, tous ces garçons ont fait du bon travail. J'écris ici, moi. Mais tu as une tablette juste ici. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on mette notre numéro 1. Ouais, le nom du trophée et le nom du joueur pour qui tu vas voter, puisque les votants doivent évidemment élire un garçon pour le Roy. Et ensuite, on pourra débattre un petit peu sur, déjà ton vote, et puis, si tu veux, en effet, comme tu le mentionnais, ton top 3. C'est-à-dire, tiens, c'est eux à qui j'ai envie de rendre hommage au-dessus des autres. Moi, ça a été assez facile. J'ai mis aussi Monsieur Paolo Banchero, le Roy 2023. Alex, nous sommes d'accord. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il faut essayer de Williams. Keegan Murray, Jalen Williams, il peut y avoir d'autres garçons mentionnés, mais c'est surtout entre ces trois-là. Walker Kessler, je le mets un ton en dessous pour le Roy. Quand même. Jalen Williams, Keegan Murray. Alors attends, Keegan Murray, si je t'avais dû te mettre 1, 2, 3, comme c'était prévu au départ. Vas-y. Mais vas-y, si tu t'aurais mis Keegan Murray en 3. T'as mis Keegan Murray en 3. Et je t'aurais mis Jalen Williams en 2. Okay. Et j'aurais bien donc gardé Banchero en 1. Parce que, effectivement, Jalen Williams, efficacité au tir incroyable, qualité défensive incroyable. Mais là où je mets Banchero rookie de l'année, c'est que malgré ça, Banchero, lui, il est à 20 points par match depuis le début de la saison. Il y a les 7 rebonds, il y a une qualité de passe que je trouve de création et de passe pour un forward comme ça. C'est vraiment un point forward qui sait scorer et tout. Il y a eu des matchs du Magic. Oui, j'ai regardé les matchs du Magic cette saison. Non, c'était cool à regarder. Bien sûr. Non, mais parce que c'est souvent une franchise qu'on moque. Mais c'était très cool à regarder cette année le Magic. Et notamment par la présence de Paolo Banchero qui, dans des matchs compliqués où les tirs rentrent pas, t'es là, tu fais oui, c'est vrai que sans 3 points, c'est un problème. Puis tu regardes à la mi-temps, 12 points, 6 rebonds. Tu regardes à la fin du match, 19 points, 9 rebonds. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a une certaine métronomie chez Paolo Banchero. Il y a le côté, depuis le premier jour, c'est lui la cible des défenses
qui joue le Magic. Aucun autre rookie de cette QV a vécu le traitement que Paolo Banchero a vécu depuis Day One. Alors que Jalen Williams, lui, il a des tirs ouverts pendant que les mecs essayent d'empêcher Shai Gilgeous-Alexander de driver. Bien sûr. Schématise un peu. Ou Josh Giddey, dans un jeu plus ouvert et tout. Donc, c'est pour ça que je peux pas passer Jalen Williams, moi, devant Paolo Banchero, même si je dois bien reconnaître qu'en termes de talent, il rigole pas du tout, le petit Jalen Williams. Attention, hein, voilà. J'ai le même trio. Roy, c'est Banchero. J'ai le même trio. Dans le même ordre ? Avec Paolo Banchero en 1, Jalen Williams en 2 et Keegan Murray en 3, qui a été quand même pas mal bousculé, moi, par Bénédicte Mathurin et Walker Kessler, parce que les deux sont un peu trop sous-estimés dans leur course au rookie de l'année. En fait, Bénédicte Mathurin, oui, il y a eu une chute. Ça reste quand même 17 points de moyenne sur 75 matchs joués, Bénédicte Mathurin cette saison. C'est Jabari Smith aussi, moi, qui m'a fait hésiter pour le podium. Hein. J'entends. J'ai trouvé très fort Jabari Smith. Mais il y a un écart réel pour moi entre Paolo Banchero et le reste de la QV, pour ce que tu as mentionné, pour le fait que, ça y est, en fait, le mec, au bout de 3 mois, il est pris pour acquis. C'est-à-dire que... Ça. Genre, tiens, t'es le franchise player, Paolo, hein, t'as pas dit ouais, bien sûr. C'est bon, vas-y. Et on l'a pris pour acquis en mode, ouais, mais ok, il est, excusez-moi, il est en 27-4. Non mais stop en fait. Il est en 27-4 dans une équipe d'Orlando. Sur la saison entière. Tout à fait. Et dans une équipe d'Orlando en plus, où je trouve que le discours n'a pas été souvent mentionné, qui est celui-ci, c'est que l'écart réel de classement entre Orlando et des équipes comme OKC n'est pas énorme. Orlando n'a pas fait une saison de équipe à 18 victoires. Ils sont à 33-34 victoires là. Je sais pas, je peux te dire si tu veux. Ils sont à 34 victoires si je dis pas de conneries. Ouais. Donc le meilleur marqueur, bien entouré, Franz Wagner, Markel Fultz, Wendell Carter Jr. et compagnie, très bien, mais 34 Orlando... victoires. Et OKC, ils ont 37, 38. Ils ont 38 victoires. Donc c'est pas comme si, tu vois, il y avait un écart qui était incroyable. Il y en a un, c'est le patron de l'équipe. Et il y en a un, c'est le patron. Donc en fait, Paolo Banchero, c'est le seul de cette QV à avoir dit, depuis Day One, j'ai eu ça, c'est le seul à avoir eu aussi son nom écrit en gros sur tous les scouting reports. Bah oui. Tu l'as dit, désolé, le mec en janvier, dès que t'affrontais Orlando, c'était on va essayer de le coincer. Donc quand tu te tapes des Draymond Green, des OG Anunoby, des PJ Tucker, des Giannis et des compagnies qui disent Tobias Harris, c'est toi qu'on doit essayer de bloquer. Jason Tatum, exactement. C'est toi qu'on doit essayer de bloquer et après démerde-toi pour que tes coéquipiers se régalent. Non, c'est Paolo. C'est Paolo. Et oui, quelque part, moi je veux bien que son dernier truc à bosser soit ses pourcentages au tir, mais c'est tout ce qu'on a à trouver. Puis en plus, le tir, s'il travaille, c'est un truc qui peut faire progresser parce qu'il a dû toucher. On le voit sur les drives et tout. Donc, j'allais te poser une question. Oui, vas-y. Est-ce que, comme moi, tu as déjà pris Paolo Banchero en TTFL ? Oui. C'est le seul. Des rookies ? Me dis pas que t'as pris un autre rookie en TTFL. Ouais, je pense que c'est le seul. J'ai pu poser un Sheldon Sharp là en fin de saison là. Sérieux ? Bah, il y a des 27. Sheldon Sharp. Pow Non mais Sheldon Sharp. Sheldon Sharp en ce moment, c'est ouf que ça quand même. Il fait pas les scores. En ce moment, Banchero au début de saison, il y a eu une période. Tu ouais, Paolo Banchero 40. Safe. Ouais. Mais c'est le seul. C'est le seul joueur de TTFL de la QV. Je suis d'accord. C'est le rookie de l'année. Et en effet, ça va être hyper intéressant à suivre sur les saisons suivantes. Mais c'est le Roy. C'est le Roy. Oui. Tu veux enchaîner par quoi ? Nous allons passer, après les joueurs qui arrivent, aux joueurs qui progressent. On va donc devoir effacer et parler de nos amis, les Most Improved Players, si ça te va. Allez, ça me va. On va passer au MIP. On efface donc les tablettes. Ouf. Comment ? Ouais, non, je prends une petite note, tout ça, tout est prêt. Magnifique. Nous sommes dans la course au MIP. Donc, comme d'hab, on rappelle un petit peu les critères. Alex, lorsque nous sommes sur ces courses aux progressions de l'année, on remarque plein de choses, des progressions statistiques, une évolution dans le rôle. On en a parlé notamment à mi-saison, lorsqu'on avait fait la course au trophée. On a des garçons qui sont devenus All-Star, d'autres qui ont failli l'être. On a des jeunes qui ont explosé, des jeunes dont on connaissait le potentiel qui ont explosé, des joueurs out of nowhere qui sont devenus vraiment très très forts. Y a qui comme joueur, par exemple ? Je peux te balancer quelques noms si tu veux. Hein. Envoie des noms, là, je suis en train de mettre des trucs parce que j'aime bien regarder et pouvoir parler de la progression statistique quand on parle du MIP. Il y a évidemment du Shai Gilgeous-Alexander, du Lauri Markkanen, du Michael Bridges, du Jalen Brunson, du Tyrese Haliburton, qui font partie des noms dont on a pu évoquer déjà la présence dans cette course à mi-saison. Il y en a d'autres, évidemment, hein, qu'on peut balancer à droite et à gauche. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire « Ah, vous n'avez pas mentionné un tel », mais ce sont les 5 qui peuvent venir à l'esprit. Nick Claxton, évidemment, du côté de Brooklyn. De toute façon, sur le site de Trash Talk, allez-y, il y a une course au MIP. Hein. Il a progressé, Nick Claxton, attention. De ouf. Bien sûr. Pouah. Là, j'ai ça, regarde, 4 points de plus que l'année dernière. Les minutes ont augmenté. Hein. L'année dernière, il jouait une grosse vingtaine de minutes, et là, il en joue quasiment 30 par match. Il est titulaire, indiscutable et tout. Il n'y a pas encore si longtemps,
les Nets étaient un spot TTFL, puisque tu parlais de TTFL dans la raquette, ça l'est quand même beaucoup moins. Ça l'est moins. Il y a encore des mixtapes, mais ça l'est moins. Non, mais c'est moins. Là, il est passé de 8,5 à 12,5 en points. Il est passé de 5,5 à plus de 9 rebonds. Il a augmenté ses passes d'aise de 1 à 2. C'est con, mais pour un pivot, ça compte. Et surtout, elle est contre. Enfin, Cher, c'est devenu un il était dans la course au défenseur de l'année. Protecteur de cercle. Ah, il a été énorme. Je trouve que sa progression... Alors, un peu comme Walker Kessler dans les histoires de rookie, c'est moins clinquant. C'est moins clinquant. Nick Claxton, ça se voit moins parce que je sais pas si ça va devenir un joueur à plus de 20 points par match. Tu vois, faut pas exagérer. Il a progressé, mais surtout dans des secteurs défensifs, donc moins sujet au bling-bling, au highlight et tout. Bien sûr. Parfois aussi des sujets plus difficiles à évaluer dans les lignes de stats et tout. Tu vois, par exemple, quand tu vois les matchs de Brooklyn, tu vois bien maintenant que c'est plus du tout la même fête quand tu vas dans la raquette de Brooklyn. Déjà parce qu'ils ont récupéré Dorian Finney-Smith, Michael Bridges et tout un tas d'ailiers comme ça, long, chiant, pas facile et tout. Et en plus, Nick Claxton, mobile et vertical, qui se balade sous le cercle. Ouais. Donc, donc je trouve vraiment la progression de Claxton, moi, elle m'a sauté aux yeux, principalement au-delà même des stats, en voyant jouer Brooklyn, où t'es là, tu dis, ah ça y est, c'est plus la même. Ah, c'est clairement plus la même. Il a été énorme cette saison. Tout à fait. On avait rigolé un peu au début de saison en mode tiens, bon, il dit qu'il s'autoproclame dans la course au défenseur de l'année. Il a ajouté les actes aux paroles. Il a vraiment été énorme. Il avait été prolongé juste l'été d'avant et on se disait bon, bah, c'est anecdotique. En fait, ça ne l'est pas du tout. Et oui, pour aller dans ton sens, je viens de voir historiquement les derniers Most Improved Players, donc les meilleures progressions: Ja Morant, Julius Randle, Brandon Ingram, Pascal Siakam. C'est des All-Stars et c'est des scoreurs. C'est-à-dire que c'est des gars qui mettent quand même la balle dans le panier. Ja Morant, Julius Randle, Brandon Ingram, Pascal Siakam. Avant, t'as Victor Oladipo, Giannis, CJ McCollum, Jimmy Butler. Donc, trop compliqué pour Claxton, mais c'est bien qu'il ait sa petite tribune. Est-ce qu'on peut parler vite fait comme ça pendant que je suis chez les Nets et dans les mentions entre guillemets de MIP de Mikal Bridges? Mikal Bridges, on est tous sous le cul encore. Il est joueur de la semaine en titre là. Mais oui. Et c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Je rappelle que la saison dernière à Phoenix, je suis bien placé pour ça, on kiffait à mort Mikal Bridges, je kiffe toujours d'ailleurs, hein, mais on le kiffait pour sa défense et puis pour ses 14 points par match. Là, l'autre, depuis qu'il est à Brooklyn, qui a quand même un échantillon de 23 matchs, il y a d'échantillons 27,5 points. Ah, il est énorme. Et puis les pourcentages, je m'en parle pas. 50% au tir, 42% à 3 points, ça met 90%, il va chercher 7 lancés, il en met 90%. Il y avait beaucoup de choses auxquelles je pouvais m'attendre moi avec le transfert KD, Mikal Bridges, Suns Nets, mais alors que Mikal Bridges évolue à ce niveau, moi je m'y attendais pas du tout aussitôt. Mikal Bridges il arrive à Brooklyn, il fait, vous avez perdu Kevin Durant? Non, vous avez pas perdu Kevin Durant en fait. Je crois que regardez. Les fans des Suns. Non, mais moi je m'en fous. J'adore Mikal Bridges, j'assume, j'espère qu'il va faire une immense carrière. Mais très très fort. Je regrette pas du tout d'avoir récupéré Kevin Durant, faut pas exagérer non plus. Et des deux côtés du terrain, mais dis donc, vraiment, je trouve que si des votants, ça va pas être mon cas parce que j'ai d'autres gens, mais si des votants disent c'est Mikal Bridges le MIP, bah tu sais que... Moi je dirais, oh là là, la grosse demi-saison de Mikal Bridges parce qu'il était fort sur la fin, notamment de son ère à Phoenix. C'est ce qui a poussé historiquement les Nets à dire on le veut impérativement parce qu'il y a eu un stretch, un moment en janvier où en fait Mikal Bridges était là et il disait 18-20 points en fait c'est il avait augmenté déjà avec Phoenix, tout à fait. Ce qui a poussé à faire ce transfert, mais là ce qu'il est en train de montrer avec les Nets. Donc entre Bridges et Claxton, parfait. Du côté de New York, il n'y a pas que les Nets, il y a aussi les Knicks. Jalen Brunson, extraordinaire saison. Merci les Mavs, on en reparlera peut-être dans un apéro. Jalen Brunson, quasi All-Star. Il est passé de 16 à 24 points. Énorme. Propre, énorme. Leader. Clutch, leader. Les Knicks retournent en play-off. Il a été incroyable. Quelle saison! Franchement, grosse progression de notre ami Brunson. Hein. Il était quasi All-Star, mais il y a 3 autres garçons qui ont été, eux, All-Star et qui ont donc ajouté cette étoile sur leur magnifique CV. Lauri Markkanen, Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Haliburton. Tyrese, évidemment, là, ne joue pas sur cette fin de saison parce qu'on a préféré sortir les chenilles du tank. C'est vrai, mais belle progression également. Mais quelle saison de Tyrese Haliburton, incroyable. Clutch, leader des Pacers, véritable darling de la NBA. Et quand on s'est rapproché du All-Star Game, les gens étaient là genre, attends, on va mettre... D'ailleurs, il est devant Brunson pour le All-Star, hein, l'ami Haliburton. Tout à fait. Et c'était parfait, il s'était fait charrier par Wally Serbia qui est les commentateurs des Knicks et il a répondu merveilleusement sur le parquet. Donc
Non, c'est... Alors que statistiquement, sa progression est réelle, mais elle n'est pas forcément plus impressionnante que celle de Brunson. Hein. Elle est pas dingue. En train de vérifier. Tout à fait. Dingue, quand même, elle est bien, hein. Attention. Hein. Dans ce registre-là, on peut quand même parler de Shai plutôt, parce que sinon on va encore me tacler un commentaire. Ouais. Alors il a progressé, mais... Ça part de plus haut. Donc c'est plus dur. C'est pour ça la transition dont je fais part là par rapport à Tyrese Haliburton, c'est qu'il était déjà très fort. 31 points par match. Il est passé de 24 à 31. Passer de 24 à 31 points par match, c'est un délire. Tout à fait. Non mais c'est vrai, c'est pas du tout la même sphère. Tout à fait. Et au-delà même des stats... c'est pas les chiffres avec Shai. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, Shai Gilgeous-Alexander, par exemple, moi la question que je me pose, je peux me la poser autour du MIP. Des gens vont filer le MIP à Shai Gilgeous-Alexander et franchement, je me demande si je vais pas faire pareil. Je vais vous révéler ça sur ma tablette dans quelques secondes. Mais par contre, genre la vraie question, c'est est-ce qu'il est All-NBA First Team, Shai Gilgeous-Alexander? C'est là, il nous met les débats à ce niveau-là, l'autre. Il est arrivé, il a dit est-ce que je suis le meilleur arrière de la planète? C'est ça. C'est ça. Bonjour, dans le backcourt de la All-NBA First Team. Ouais. Pourquoi il n'y aurait pas Shai Gilgeous-Alexander? J'attends vos arguments et je veux bien regarder. Et je pense que du côté de Dallas et de Golden State, ils vont dire bah écoute, nous on peut discuter et le débat sera ouvert. Ils peuvent discuter, mais sera ouvert et moi je serai le premier à dire discutons parce que dans le jeu, il y a les chiffres d'un côté, il y a le Money Time où il n'y a que De'Aaron Fox qui a fait mieux parce que Shai maintenant il y a la défense complètement hallucinant. Il y a la défense qui fait de lui un des meilleurs two-way players de toute la NBA. Il n'a pas eu trop de soucis physiques, ce qui fait qu'il a pu taper, je crois, son record de match, quasi son record de match avec le Thunder. Il a joué 66 matchs au moment 66 matchs. Sa toute première, je crois, il avait joué 70. Il a joué 82 matchs sur sa saison. Sa toute première. Non, la première avec le Thunder. Ah, pardon, avec le Thunder, oui, 70 matchs. Donc, il s'est rapproché un peu de ça parce que la saison précédente, il y avait souvent des problèmes. Et lui est rentré dans une sphère. Ça y est, on sait que, on se doutait que c'était une star. On n'a plus de doute sur le fait que c'est une superstar. Ouais. C'est quand même une sacrée progression, hein. C'est quand même très sérieux. Qui fait mieux en fait? Comment faire avec Lauri Markkanen? Lauri Markkanen, quelle progression aussi. Parce que Lauri, il nous avait montré des très belles choses avec Chicago. Et puis lui, il est arrivé, il est passé de Cleveland dans un deal contre Donovan Mitchell. Et en fait, il y a eu échange de All-Star, je crois, j'ai l'impression. Statistiquement, l'autre, il est passé de 15 points à 25 points par match, presque 26. Pourcentage? Il a augmenté les rebonds, il a augmenté les passes d'ess. Le temps de jeu a augmenté que de 4 minutes. Hein. Ah bah les pourcentages, il est à 50% au tir, 39% de loin, 87% sur la ligne de lancer. Enfin, attends, la saison de l'or, il est devenu All-Star. L'autre, il est arrivé à Utah et fait « Ok, allons-y, let's go !» Je crois que c'est le premier, j'ai vu la stat passer, je veux bien la confirmation des fans du Jazz, je crois que c'est le premier 7-footer à mettre 200 tirs à 3 points sur une saison, plus sans Thomas. Il a fait la totale à tout le monde. Soit tu te faisais postériser la tronche, soit tu prenais des 3 points par Lauri. Il est parfait à Utah. Lui, dans les mains de Hardy, son coach, ils ont fait genre... c'est bon, la transi, elle est ouverte. On a Walker Kessler, Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, et on va voir la suite. Mais putain, Lauri Markkanen, t'es le représentant du Jazz All-Star indiscutable. Franchement, Lauri Markkanen est All-Star indiscutable. Titulaire? Il pouvait être titulaire. Il a été à cause de... grâce à la blessure de Zion. Mais sinon... Enfin... Non. Lauri Markkanen, énormissime. Je regarde s'il y avait d'autres garçons. Je fais juste progression trash talk, parce qu'on a quand même fait toute une course tout au long de l'année. Keldon Johnson? Oui, ouais. Progression sérieuse. Oui. Anthony Edwards? Ant. Progression sérieuse aussi. Hein. A fait le travail aussi, tout à fait. De haut, donc c'est toujours plus difficile. On est pas mal de garçons. On peut tabletter, hein, si tu veux. Ouais. On va tabletter. Ok, allez. On va se retrouver sur la tablette MIP. Nous sommes sur un MIP. Et il faut donner ton vote et après on va pouvoir faire le 1, 2, 3 pour que tu me dises ah bah tiens, je suis parti sur lui. Alors, est-ce que Alex va écrire longtemps ou est-ce qu'il va écrire pas longtemps? Parce que vous savez qu'il y a de toute façon, je mets tout en entier. Je mets prénom plus nom. Très bien. On va voir. Lauri Markkanen pour Alex, Jalen Brunson pour Bibi. Je croyais que t'allais mettre Shai, moi. Non, j'ai mis Monsieur Jalen Brunson. La fanbase du Thunder est en furie. En PLS. Total. J'ai mis Shai en 2. J'ai mis Shai en 2. Et je mets Brunson en 3. Je mets pas Tyrese Haliburton sur mon podium. Moi non plus. Ah, ok. Bah, tu vois, okay. Tu es surpris. Ouais. Mais oui, mais tu sais, parfois l'affect laisse passer. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, Lauri Markkanen. On a tous les deux Shai en 2. Ouais. Je pense que certains qui le mettent en 1, j'ai aucun problème avec les 3. La course, elle est magnifique. Elle est belle. Vraiment. Lauri, pourquoi? Déjà parce que finalement, là où Brunson a échoué de peu, Lauri Markkanen était All-Star à l'Ouest.
Là où Brunson avait déjà montré des choses en play-off et tout, je trouve que Lauri Markkanen, on savait qu'il avait du talent, attention, c'est pas ce que je dis, hein, mais juste là, il a pris le challenge à bras-le-corps et il a fait non mais attendez, juste, on s'est mal compris. Donc moi, dans l'aile, je peux mettre 25 points de moyenne à des pourcentages de grands malades. Personne ne va m'en empêcher. Donc, et il est devenu All-Star comme ça, en maintenant le truc, en jouant dur. Enfin, en fait, la progression, elle est vraiment de role-player intéressant qui s'est shooté à ouais, Lauri Markkanen, c'est un bon gros lieutenant qui est All-Star. Et en fait, Utah, on va voir comment ils draftent, on va voir quelles pièces ils veulent ajouter, mais il y a Markkanen dans le projet. C'est fort, c'est très très fort. Et puis, bah, statistique, hein. De 15 à 25 et quelques points. La progression, elle est énorme. La progression, elle est violente. Hein. Énorme. Et donc, ouais, j'ai Markkanen en 1. Pour moi, c'est le MIP cette saison. J'ai mis monsieur Jalen Brunson, que je remonte évidemment sur la tablette. La lutte, elle est tellement serrée entre les trois garçons. Vraiment, hein, vous mettez Shai, que vous mettiez Lauri ou Jalen Brunson. Pour moi, il n'y a pas d'erreur sur ce trio. Vous pouvez même potentiellement envisager du Tyrese Haliburton. Mais sur la durée de la saison entière, Brunson a été exceptionnel. Quand cet été, on a eu la signature de Jalen Brunson chez les Knicks, personne n'aurait pu imaginer une saison pareille. Je dis pas que c'est quelque chose qu'on pouvait envisager pour Shai Gilgeous-Alexander et Lauri Markkanen, mais Markkanen, on a vu les bases. Il a fait une saison à quasi 20 points de moyenne du côté de Chicago à ses débuts NBA. Donc on sentait le potentiel et on l'avait vu avec la Finlande qui pouvait être énorme. Dès ses débuts, on a vu qu'il pouvait être énorme. Shai, la progression, elle est dingue. Comme tu l'as dit, là, ça y est, il peut dire que je suis meilleur arrière du monde, pas de souci. Mais Jalen Brunson, en fait, je faisais mon classement, là, je me disais, combien il y a de meneurs à l'Est qui sont capables de dire « j'ai fait une meilleure saison que toi ». De saison complète, d'octobre à aujourd'hui. Moi, j'en ai un, c'est Jrue Holiday. Derrière, bienvenue dans le débat. Vous pouvez mettre du James Harden, je mets même pas Trae Young dans ces discussions, je pense que Tyrese Haliburton est capable de discuter. Mettez Darius Garland si vous voulez, mais Jalen Brunson a été tellement clutch. En fait, on l'a vu, clutch pour les Knicks, leader, la sérénité de cette franchise. On a déjà vu le groupe avec Julius Randle. Là, on a vu Brunson arriver. Et en fait, la question, c'est de savoir, c'est limite lequel le meilleur ou le plus valuable ou le plus important des deux à New York. Une équipe qui, je croise les doigts pour Markkanen et pour Shai Gilgeous-Alexander, est en play-off. Les Knicks sont de retour en play-off. Ça a été leur grosse acquisition. Il y avait une pression de dingue. On a dit comment ça se passe. Peut-être que il a dit je mérite mon contrat. Ça, exactement. Il a été très clair. Limite, je n'ai pas été assez payé. Ouais. Peut-être que mon vote, il est aussi forcément impacté par ce qui se passe du côté de Dallas aussi, parce que c'est une saison qu'on voit avec deux miroirs, c'est-à-dire celui des Knicks et celui de Dallas. Mais il n'est pas à Dallas. C'est que là, franchement, à Dallas, je pense qu'il voit la saison de Brunson et toute l'année, les poteaux de Massons étaient là, genre en mode bah ouais, mais les gars, franchement, putain, c'est les larmes, quoi, parce que le mec est trop fort. Les moments où il n'a pas été là, Brunson, tu voyais tout de suite la différence. Oh non, mais c'est un métronome alors que derrière, très important. Alors que quand Randle, par exemple, a pu se blesser, ça continue, il en met 48, il va au mastic, il est là, genre les 4, je vous mets dans la poche arrière. Je l'ai trouvé énorme sur l'intégralité de la saison. Si on s'arrête à la mi, il est derrière ces garçons-là. D'octobre à la fin de saison, c'est Jalen Brunson pour moi. Okay. Mais donc ça veut dire que nous n'avons pas mis Shai Gilgeous-Alexander, donc on va voir ce que ça donne du côté des votants. On va devoir enchaîner ? Ouais. On va poser le ballon pendant quelques minutes et on va prendre, bah tiens, comme les tablettes, on va les poser, on va discuter avec nos amis les entraîneurs. Puisque nous sommes sur les coachs de l'année, une belle bataille. Calmez-vous dans les coms, je vois que certains sont déjà en train de nettoyer leurs meilleures lunettes et d'allumer des phares violets. On va devoir discuter quand même de quelques dossiers, Alex ? Ouais, il y en a pas mal à discuter. Hein. Est-ce qu'on prend un peu trop pour acquis la première saison de monsieur Joe Mazzulla ? Bien sûr. On l'a complètement zappé. En début de saison, on était là genre incroyable et tout. Et après, on l'a complètement zappé. Je rappelle que monsieur Joe Mazzulla est, à ma connaissance, le seul entraîneur qui a une top 5 attaque et une top 5 défense. Ah. Voilà, merci. Bonjour. Dont les bases étaient très bonnes. Yes. Bien sûr. Ah ben et de toute façon, tu peux pas faire top 5 attaque, top 5 défense avec un groupe de merde. Hein. Ça, évidemment que... Non mais, voilà, vous me demandez pour d'autres analyses. Mais évidemment que quand tu récupères des bons joueurs, bah, évidemment, tu peux faire des performances. Mais lui, il a... pardon, mais Boston attaque mieux que l'année dernière. C'est moi.
Et le défensivement, ça a été un peu compliqué au démarrage. Par contre, ça s'est bien repris, ça s'est mis à défendre très sérieux. Et même là, quand il y a eu un petit coup de moins bien de New Boston, n'empêche que ça revient. Et la dynamique, elle est plutôt bonne là pour arriver en play-off. Non, Joe Mazzulla, on se rend pas compte. L'autre, il a récupéré une situation un peu chelou avec le départ d'Udoka, c'était pas prévu, clac, il arrive au pied levé. Bon, alors les joueurs le connaissaient déjà, comme tu le disais, et le groupe est déjà constitué. Je veux dire, il y a quoi? Il y a eu comme ajout, il y a eu Brogdon. Tiens, Brogdon, peut-être on en parlera dans un autre trophée d'ailleurs. Peut-être. Éventuellement. Et puis, quelques micros ajustements, genre la présence de Sam Hauser qui rentre plus dans la rotation. Mais ça va, quoi, tu vois, c'est sûr. Le groupe se connaît. Mais quand même. Non, Boston, c'est bien. C'est énorme. Ouais. C'est du bon boulot. Boston attaque trop bien. Le duo Brown-Tatum est bien utilisé. Derrick White, enfin... Non, c'est du super boulot de coach. C'est très très bien géré de la part de Joe Mazzulla. On va surveiller évidemment en play-off les confirmations parce que l'autre il doit faire aussi bien / mieux que Ime Udoka qui est de retourner en finale NBA et d'être à quelques matchs d'être champion. Il y a aussi une catégorie des coachs, ça y est, qu'on a pris pour acquis, comme par exemple, je sais pas... Mike Budenholzer, c'est clair. Qui a donc un véritable char d'assaut dans son effectif, qui a des soldats qui sont toujours prêts. Les Bucks jouent dur tous les soirs. Brook Lopez, s'il revient aussi fort, aussi préparé et aussi professionnel, c'est pas parce qu'il a eu ça dans un dico. C'est aussi parce qu'il a eu de la discussion avec son coach et qu'on lui a dit « Gars, il faut que tu sois ready ». Lorsqu'il faut intégrer d'autres garçons dans l'effectif, il n'y a aucun problème. Ça déroule. Et ils ont eu des pépins physiques. Je veux dire, Milwaukee est l'équipe qui va finir très probablement avec le meilleur bilan de la NBA. Parfois, ils n'ont pas eu Middleton. Parfois, ils n'ont pas eu Giannis. Pas Middleton, tu m'étonnes, c'est clair. C'était une saison de reprise. T'as 20 matchs quasiment loupés par Giannis. T'as Middleton qui fait quasi une saison blanche. Je grossis le trait, mais il n'a vraiment pas été le Chris Middleton qu'on connaît. Et Milwaukee est numéro 1 de l'Est. Mais je veux dire, il n'y a même pas de... Tous les soirs, les Bucks, ça joue dur. Moi, je trouve que ça, c'est un truc qu'on prend trop pour acquis en disant c'est normal, c'est des athlètes. Non! Il y a des athlètes dans la même ligue, ils sont sous les consignes d'autres entraîneurs, par contre, ça traîne des pieds. C'est pas le cas avec Mike Budenholzer. Non, et puis le fond de jeu reste le même, mais il intègre bien les nouveaux. Il a perdu son assistant coach numéro 1. Les mecs qui arrivent à Milwaukee, c'est vrai. Les mecs qui arrivent à Milwaukee, ils rentrent dans un système, ils sont mis dans une place, et Milwaukee, encore une fois, va être un immense client à se fader en play-off après avoir fait une grosse régulière. Non, avec Budenholzer, voilà, il a une top 3 défense, il a une top 10 attaque ou quasi, enfin pardon, mais voilà, c'est pareil. Quoi. Non, c'est très, énorme, très fort. C'est énorme. Tyler Jenkins du côté de Memphis, incroyable, parce que oui, critère quand même pour être coach de l'année, il faut avoir plus de victoires que les autres. Ça peut être pas mal. Tyler Jenkins du côté de Memphis, il y a eu des modifications, il y a eu des absences, pas de Steven Adams, des problèmes avec Ja Morant, manque de munitions. Il y a eu d'autres joueurs qui ont été absents. À chaque Malgré tout, t'es deuxième de l'Ouest, non, extrêmement. Magnifique coach. Il y a eu des passages compliqués. Memphis a eu des séries de défaites. Après, comme tu l'as dit, il y a eu le cas de Ja Morant et tout, mais ils ont une défense de malade. Il a trop bien intégré les jeunes. Ça grind dans tous les sens. Les jeunes, ils rentrent là-dedans, nickel, impeccable. Jean-Luc Kennard, t'as l'impression qu'il est né à Memphis. David Roddy, le mec est rookie. On dit, mais attends, je comprends pas, Dylan Brooks, il a pris du poids ou c'est comment là? C'est ça. Non? Bien sûr. Franchement. On n'a pas pu compter sur Ziaire Williams. Du coup, on a dit, tu sais quoi, on va donner quelques minutes à Jay Claravia. Ouais. C'est bien. Santi Aldama. Le choix Santi Aldama. Santi Aldama. Il joue bien, c'est un bon basketteur. Bien. Et on avait fait les previews, t'as raison de le mentionner. On avait fait les 30 previews, on disait Jaren Jackson n'est pas là, Santi Aldama. Et Santi Aldama, il était là genre, nickel. On va être numéro 4, je vais faire le travail, il n'y a pas de problème. Et même là, par exemple, donc ça fait quand même un petit moment que Steven Adams est out, tu vois. Tillman, t'es chaud? Voilà, Tillman, c'est bon? Ouais. Pas de nickel. Problème. Tout le monde est prêt. On joue small ball? Allez, c'est parti. On y va, on joue small ball. Non, Taylor Jenkins, sacré entraîneur. Il peut l'avoir, le coach de l'année cette année. Attention. Alors, moi, pour contredire un tout petit peu ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire, tu as dit, ouais, il faut quand même en gagner plus que les autres et tout, machin, pour être coach de l'année. J'ai quand même une éventuelle exception à ça, cette année. C'est Marc Daigneault. Le taf du type. C'est très bien. Parce que Shai est extraordinaire, c'est le coach du Oklahoma City Thunder. Lou Dort est un défenseur magnifique. On a parlé on a fait les rookies tout à l'heure, on a parlé de Jalen Williams qui est un rookie qui a pris, tout le monde était là genre pardon, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Ils ont drafté quoi en fait là? Il s'est laissé pousser les cheveux, Paul George, ou tu sais? Non mais tu vois, Jalen Williams, il y a un peu de ça quoi. Bien sûr.
Mais Marc Daigneault, fond de jeu, c'est bien. Vrai fond de jeu. Ouais. Les jeunes, ils progressent tous, sans exception. Le centre de formation reste toujours Ils aussi les élite. utilisent. Le jeu de Shai Gilgeous-Alexander. Si Shai Gilgeous-Alexander cartonne autant, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un coach qui le met dans de bonnes bien sûr. conditions. Josh Giddey. Ils ont fait, en tout cas, là où je te rejoins, le boulot de Marc Daigneault. là où je te rejoins, c'est Respect. ils ont fait nettement mieux que ce qui était projeté. Même pour les fans du Thunder. On en avait parlé pendant les 30 previews, on s'était mis des plafonds, on avait dit voilà ce qui va se passer, c'est évidemment dû à plein de choses, les garçons, le leader, mais le coach aussi. Donc ils ont été bons, ils se sont battus, c'est-à-dire qu'au moment où il y avait des potentielles rumeurs de « Ah c'est bon, le Thunder, ils vont retomber dans les précipices de la conférence Ouest », ça s'est bien battu, donc Daigneault c'est bien, on va voir, mais c'est une très, mention, très bien, Daigneault. c'est une mention joyeusement honorable quoi. Très très grosse mention. Bah à ce moment-là, Jacques Vaughn, hein. Excusez-moi. Ah hein. ben Jack Vaughn, Parce que Jacques Vaughn, il se mentionne. s'il y a bien mais un type complètement. qui a vécu 13 vies en 9 mois, c'est bien Jacques Vaughn. Ah ben complètement. Lui, en septembre, il avait KD, Kyrie, c'est peu de choses près, il avait encore Harden. Jacques, tu vas remplacer Steve. Il est arrivé, il a Hein fait bon, tu y vas, tu vas, on sait pas qui aura encore en février, tu vas taper que des échanges dans tous les sens. Et il y a du jeu et ça joue. Et là, on lui a dit, ok, donc il faut On que tu enlève sois tout. prêt pour la fin de saison. Non, les Nets vont pas tanker. Lui, il a dit, on va pas tanker, les gars. On va intégrer Cam Johnson, débarrassez-moi de Jay Crowder, on va prendre Michael Bridges, on va Prendre responsabiliser tout le Dorian monde. Finney-Smith, on va organiser ça autrement. Et on va se démerder pour essayer de se battre. Tiens, Spencer Dinwiddie, t'inquiète, on t'adore ici. Et ça, Jacques Vaughn, entre déclaration, capacité, dans une seule et même saison à s'ajuster, c'est énorme. Complètement. Pour moi, de tous les coachs qui sont en NBA, s'il y en a un qui a le plus le droit à une tape dans le dos, c'est Jacques Vaughn. Le mec, il a vécu une saison. Il y a des mecs qui, franchement, aucun de nous ne survivrait à une saison pareille. Franchement, c'était un désastre. Un désastre pour un entraîneur. Un désastre. T'arrives, t'es même pas l'entraîneur. T'es intérimaire, on te dit, prends la place début novembre. Quand tu prends la place, on te dit ton projet de jeu, tu vas le construire autour de deux mecs qui viennent de dire qu'ils veulent se barrer. On sait pas trop, ça va bien. Donc les Nets cartonnaient. Et quand les deux se barrent, mais ça bien sûr. continue. Mais en décembre, Ouais. les Nets, ils étaient top. Combien de l'Est on était là, genre en mode what the fuck, les Nets de Jacques Vaughn, ça se trouve, il va être coach de l'année parce que putain, KD, il est injouable. ça se passe trop bien, ils vont réussir à passer février sans trade. Alors en fait, On non. a fait un apéro, genre est-ce que c'est sérieux, contender ou je sais pas quoi. Bien sûr. On était comme des oufs, et puis bah en fait, on lui a mis des bâtons dans les roues, et il a fait, tu sais quoi, bah Miami, Atlanta et Toronto, vous allez attendre les frères, parce que nous on joue sérieux tout le temps. Non, Jacques Vaughn, moi il m'a épaté, franchement. Prix Nobel de la patience. Non, lourd, et de la motivation aussi. Hein. Ah ouais. Et Mike Brown, on en parle ou pas alors dans le trophée? Ah, Mike Brown, il y a deux Mike, il y a Mike Malone et Mike Brown qui sont évidemment dans la course au trophée. Mike Malone, c'est vrai qu'il est premier à l'Ouest. Si on rend les clés à certains, il faut lui donner à lui aussi. Tout à fait, il est premier à l'Ouest, il a le 4e bilan de la Ligue. Quelque chose comme ça, non? Oui. Donc c'est très sérieux. Ça a bien déroulé Denver. Ça a bien déroulé Denver. Ce n'est pas mon coach de l'année, je vous préviens. Non, moi non plus, parce que ces derniers temps, j'ai été un peu attristé, pour parler poliment, par le fond de jeu sans Jokic. Alors, normal, hein. Pourtant, là, contre Golden State, ils ont été formidables. Ouais, contre Golden State, ça a été super. Et à Phoenix, je crois, c'est chez vous qu'ils ont été super. Il y a un match où il n'y a Dans pas la Jokic. défaite. Ouais. Oui. Non, mais ok. Justement, ce match-là, j'étais un peu déçu. L'utilisation de Jamal Murray, là, j'ai du mal à suivre parfois, certaines mises en place. Donc, clairement pas mon coach de l'année, mais les résultats sont très sérieux. Hein. Il a 50 et quelques victoires, c'est très sérieux. Profitez bien de Mike Malone. Voilà. Spoiler. Et Mike Brown. Pour cet été. Alors, Mike Brown. Et Mike Brown, on peut en parler. Le mec, il est arrivé. Moi, je les avais mis 11e hein, dans mes previews, les Kings. Voilà. Il sort une attaque all-time. Avec quoi? Avec Sabonis, Fox, des bons joueurs. Hein. Harrison Barnes, Kevin Huerter. Voilà. Non, mais c'est vrai, faut reconnaître. Le taf de Mike Brown cette saison, chapeau bas. Ah là, qui est-ce qu'on va mettre en coach de l'année? Tiens, je me demande. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Putain, j'espère qu'on est d'accord. Jonas. Qu'est-ce qu'il écrit? Mike Brown. Ouais, Mike Brown est le coach de l'année. C'est incroyable. C'est Podium? peut-être un. Podium, juste pour savoir, t'as qui derrière? Très bonne question. J'ai Mike Budenholzer qui est en 2 et en 3, je vais te mettre qui tu veux. Voilà, je vais te mettre Taylor Jenkins. D'accord.
Et toi? Moi, j'ai Joe Mazzulla en 2 et Marc Daigneault en 3. Très bien. Mais oui, Taylor Jenkins est certainement celui qui m'a le fait le plus hésiter. Puis c'est comme à chaque fois, je prends Mike Budenholzer pour acquis. Et que moi, j'en ai marre qu'on prenne Mike Budenholzer pour acquis. Mais ouais, non, mais Mike Brown. Ouais, Mike Brown, c'est un des trophées les plus faciles à voter cette saison. Quel taf. On vient de débattre là sur le rookie et la progression. Les attentes. Mais alors là, ouais, le coach, il n'y a pas de débat pour moi. On peut sortir les attentes. On peut sortir le hashtag pas de débat? Là, oui, bien sûr. Putain, sur le coach de l'année, il n'y a pas de débat. Il a défoncé les attentes. Et il les a défoncées en proposant un fond de jeu incroyable. La meilleure attaque de la ligue cette année, une des meilleures attaques all-time. Hashtag le groupe vit bien. En termes de stats avancées, le groupe vit plus que bien. Le groupe vit... Voilà, c'est incroyable comment le groupe vit bien. Les leaders sont en place, les role-players sont en place, les rookies sont intégrés, les mecs qu'il fallait mettre sur le côté parce que c'était un peu des mecs, ils sont sur le côté. Allez, ça dégage. Les choix au sein même de l'effectif, tiens Kessler Edwards, tiens machin, Keegan Murray, on va bien responsabiliser. Non, attends, un peu moins quand même de Richon Holmes, un peu moins de certains garçons qui nous prennent la tête. Les choix sont bons. Malik Monk, tu vas être 6e homme. On va peut-être en reparler dans un autre trophée. Ouais. Parce que franchement, ces choix-là, trop fort. C'est le chef d'orchestre qui connaissait parfaitement son groupe. Et qui a donné et de la confiance et un style de jeu à son groupe. Je suis pas sûr que la même équipe qui n'est pas des Kings sans Mike Brown à sa tête joue de la même manière. Non. Parce qu'il y a le côté attaque, mais il y a le côté effort aussi. En plus, j'aime bien jusqu'au bout là, ces dernières déclarations. Oui, je suis embêté parce que là c'est vrai que sur demi-terrain faut qu'on défende beaucoup plus que ça en vue des playoffs. Et il prépare la suite. Mike Brown dans sa tête il est en finale NBA. Après, moi j'adore ça. Après il parle de défense, c'est bien de s'en préoccuper en avril. Oui. Ça aurait été chouette de le faire en octobre. C'est énorme qu'il dit ça, genre le mec il a pas l'air content de la saison, tu sais. Voilà. Le mec il fait je veux bien que ça défende sur demi-terrain parce que on a des playoffs à gagner là. On a un trophée à aller chercher. C'est beau parce que ça lui va bien aussi. C'est lui qui est passé par Cleveland les premières années de LeBron où il allait en finale NBA en 2007 où ensuite ça s'est pas très bien terminé. Il a essayé de rebondir du côté de LA, Los Angeles, il avait les Lakers avec Kobe notamment, c'était compliqué. Il a pris un peu de temps, il a refait ses gammes avec Steve Kerr sur le banc des Warriors. Il a fait je vais revenir au bon endroit au bon moment. Il est parti l'année dernière, on a vu la breaking news, il est devenu coach quasiment en plein playoff. Il a pris le poste des Kings. Donc après, il a fait les finales NBA pour prendre la bagouze et partir. Et il a injecté ça dans une franchise qui cherchait une voix. On a parlé du lead. Ouais, bien sûr. Mais tu parlais beaucoup à juste titre de Sabonis qui avait ce leadership, De'Aaron Fox qui est clutch, etc. Mais non, tu mets ce groupe dans les mains d'un autre homme, c'est pas pareil, c'est sûr. C'est pas du tout la même. Non, coach de l'année. C'est Mike Brown. Est-ce que c'est le seul trophée que les Kings vont avoir? On va voir. On enchaîne par quoi? Nous allons partir nous asseoir sur un autre type de banc. Un peu plus loin que les entraîneurs, là. Allez, pousse ton cul. On va voir les remplaçants pour la course au 6e homme de l'année. Il y a quelques gros garçons qui ont eu un rôle très précis. Ils ne sont pas dans le 5 majeur. Bon, attends, je pose ma tablette, j'ai écrit n'importe quoi. Ils sont en sortie de banc. Le critère numéro 1, c'est de ne pas être trop titulaire. Il faut scorer, il faut avoir un impact réel sur son équipe. C'est bien aussi de finir les matchs. Parce que les meilleurs remplaçants aussi sont là lorsque ça commence à chauffer. Oui. Plein de garçons dont on peut parler, Alex. Je te balance quelques noms si tu veux. Du Malik Monk dont on vient de parler, du Bobby Portis, il y a du Malcolm Brogdon, du Emmanuel Quickley. On a parlé aussi de Norman Powell, on a vu du Russell Westbrook pendant certains moments, du Austin Reeves, on a eu aussi comme mention. Il y a eu dans toutes les grosses équipes qui ont cartonné des gros 6e hommes. À Philadelphie, on ne savait pas trop parfois s'il y avait du Maxey ou du Melton, mais Maxey a eu quelques belles minutes en tant que remplaçant aussi. Des très bons choix. À Dallas. Christian Wood du côté de Dallas, tout à fait. Non, on a eu la fin de saison de Kyle Lowry en tant que 6e homme. On a eu Bogdanovic du côté d'Atlanta. Ouais. Il y a toujours tout un tas de garçons qui font leur boulot. J'essaie de voir s'il y en a d'autres comme ça un peu. Bénédicte Mathurin était pendant un moment dans la discussion parce qu'il avait été énorme. Jordan Poole a été un petit peu trop titulaire pour pouvoir être vraiment dans la course au 6e homme parce qu'il a toujours la vingtaine de points. Un petit peu trop titulaire, la blessure de Curry. Ça lui a joué quelques tours. Évidemment, côté Pels, il y a eu aussi d'autres garçons. Je veux bien que tu vois le nombre de matchs joués par Trey Murphy, si tu les as sous les yeux. Il a été pas mal titulaire. Je crois qu'il a été aussi pas mal titulaire. Je vais regarder tout de suite. Parce que je crois que Trey Murphy avait démarré un petit peu en sortie de banc. Mais si après il a été titulaire, parce qu'il y a eu un nombre de blessés du côté de New Orleans. Trey Murphy, 3. Pauvre garçon. Non, il a 75 matchs joués, 61 titulaires. Ah non, c'est mort. Trey Murphy qui aurait pu bien démarrer. Par contre, on l'a oublié dans le MIP. Hein?
On l'a oublié de le citer dans le MIP. Ouais, bien sûr. Mais il méritait. Hein. Tout à fait. Mais non, c'est compliqué pour lui d'être 6e homme quand même, je pense. Un petit peu dur. On peut parler évidemment de, rapidos pour faire la transition, de cette saison de Malik Monk dont tu as souvent parlé, en te marrant parce que c'était quand même assez énorme. Malik Monk chez les Kings, incroyable. C'est le capitaine du banc. Capitaine du banc, on en a parlé dans l'apéro Kings qu'on a fait récemment. Moi j'ai beaucoup aimé, au-delà de, tu vois, si tu veux, quand Mike Brown a décidé d'en faire un 6e homme, comme ça d'instinct, je me suis dit, ouais, ça peut bien lui aller, tu vois, je pétard ambulant là, vas-y, je prends les ballons, je score. Non, moi ce qui m'a bien bluffé, c'est son côté patron du banc. C'est pas comme un Clarkson ou les gars comme ça qui débarquent, qui pensent qu'à sa bouche et qui essaient de scorer, tu vois. Malik Monk, il implique les coéquipiers, à la passe, j'ai trouvé bon, dans la création, derrière les écrans, j'ai même vu faire quelques bons petits trucs défensifs et tout. Enfin, franchement, j'étais là genre, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et ouais, il fait jouer l'équipe autour de lui, hein. C'est fort. C'est fort. Là où tu vois, quand par exemple, Davion Mitchell, qui a été beaucoup remplaçant, quand il rentre, on sait qu'il va se battre comme un chien et qu'il va défendre, mais c'est Malik Monk qui crée, quoi. Non, bien sûr. Donc, je trouvais ça très fort, Malik Monk, là, en sortie de banc. Autre équipe californienne du côté des Lakers qui ensuite a bougé chez les Clippers en passant par le Jazz, Russell Westbrook. Il a été dans la discussion du 6e homme de l'année pendant quelques temps. Alors, les résultats n'étaient pas trop là pour les Lakers, mais on l'a vu un peu s'ajuster au fur et à mesure. C'était pas mal. Russ a fait quand même une belle saison en sortie de banc. Il a même récupéré un spot de titulaire aux Clippers, là, du coup. Ouais. Parce qu'il a bien rebondi dans une équipe où il y avait besoin justement d'aide à la main. Donc c'est pas mal, mais Norman Powell était du côté Clippers, le mec qui était le meilleur contributeur sur la durée. Je pense que c'est lui le 6e homme des Clippers. C'était le 6e homme tout à fait des Clippers. Après, ils ont un effectif tellement deep que ça pouvait tourner autour de pas mal de garçons. Bobby Portis, pris pour acquis. Ah oui, pris pour acquis, le mec est en double-double en sortie de banc. Hein. Et pas le petit double-double, hein. Non, 14 points. 14-10 14 points, 9,5. À peine 10 rebonds, pardon. C'est chaud. Presque en double-double. À 50% au tir. Non, Bobby Portis, il est complètement dans la course au 6e homme de l'année. Hein. Ouais. Complètement. Vraiment. Genre, c'est du lourd, sa saison en sortie de banc. C'est du très très lourd. Monsieur Emmanuel Quickley. Ouais, aussi, tout à fait. Côté New York. Scoreur. Et qui a énormément progressé en défense parce que c'était un peu le profil. On se demandait si Lou Williams, qui était une de ses légendes de son enfance, il allait suivre cette voie-là. Défensivement, il a apporté vraiment un impact à ses Knicks en sortie de banc qui faisait que lorsqu'on a eu quelques matchs d'absence, il y a eu, c'est quoi le carton? C'est à Boston là qui leur fait la totale, là, quasi 40 points en défendant. Il a scoré quand il le fallait. Il a pris des missions défensives quand il le fallait. Il a vraiment maintenant ce rôle officiel de je sors du banc et tout le Madison Square Garden a une espèce d'excitation là parce que tu sais que tu vas avoir des quickly time. Il va se passer un truc. Ouais. Il tourne à plus de 14 points par match en sortie de banc. Non, ouais, il a été un vrai client avec 4 rebonds et 3 passes. Hein. Ouais. Non, c'est bien hein, ce qu'il fait. C'est une très très bonne saison de 6e homme. Hein. Malcolm Brogdon du côté de Boston. Malcolm Brogdon. Alors évidemment, ça brille pas. C'est pas forcément toujours flashy. Mais alors, tu parlais de défendre en sortie de banc. Je pense que Malcolm Brogdon, il sait grave faire. Et puis, il y a quasiment 15 points, 48% au tir, 44% à 3 points, quoi. Avec un peu de rebond, un peu de passe d'ess, hein, quasiment 4 passes d'ess et un peu plus de 4 rebonds. Donc, c'est quand même des bonnes stats de sortie de banc. C'est un des favoris pour l'avoir, hein, Malcolm Brogdon. Hein, tout à fait. Le trophée. Hein. Il y a un autre meneur aussi très bien classé, exactement au même spot, mais à l'ouest, Tyus Jones, qu'on ne mentionne jamais. Je mentionne jamais. Non, on mentionne jamais. Alors que c'est le backup meneur. C'est le meilleur. Ouais, c'est peut-être le meilleur avec Brogdon quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, sur la durée, là, depuis quelques saisons, Tyus Jones et Ja Morant, vous voulez faire quoi? Il est parfait dans ce rôle. Il est plus gestionnaire, il perd quasi aucun ballon, il distribue bien. Lorsqu'il faut se lever le matin, recevoir un texto du coach en mode Jan ne jouera pas ce soir, tu peux me donner 35 très bonnes minutes? Ouais. Pas de problème, coach. Tyus Jones, c'est vraiment. C'est super. On le prend trop pour acquis, vraiment, du côté de Memphis. Il a prolongé, hein, donc il n'y a pas de problème, mais. C'est vraiment le gars de l'ombre qui va apporter, mais en tellement de choses. C'est à la fois des chiffres, mais en même temps, quand tu le vois sur le terrain, tu te dis, en fait, il y a même eu certaines fois des line-up, bon, ils sont tout petits, hein, mais des line-up où t'as Tyus et t'as Ja Morant. Et là, à ce moment-là, c'est un enfer, hein, parce que t'as vraiment tic et tac, quoi. C'est un peu relou. Pas tout à fait les mêmes registres de joueurs, mais. Non, pas tout à fait, non. Tyus Jones, bon, après, il y a eu d'autres scores qui ont fait le taf, hein, je sais pas combien de matchs. Enfin, Simons, il a été beaucoup titulaire quand même. Quand même pas mal. Je pense qu'il a été pas mal. Je l'ai pas pris en compte dans ma course. Non, c'était plus dans les progressions d'ailleurs que dans les 6e hommes. Parce que je pense qu'en Fernie, ça y est, il a gentiment rejoint la clique. Il a été titulaire tout le temps quasiment, Fernie Simons.
Donc voilà, non, après c'est comme d'hab, les Clarkson, les Michel. Mettre un petit nom sur la tablette. On va mettre un petit nom sur la tablette. Voyons voir si nous sommes d'accord avec Alex. Il y en a deux, on est d'accord pour le moment, c'est le rookie de l'année et le coach. Est-ce que le Six Man of the Year, Six Moy, va être en unanimité sur ses poufs? Monsieur Malcolm Brogdon. Et Alex a mis Monsieur Malcolm Brogdon aussi. Désolé aux fans des Knicks. C'est notamment Immanuel Quickley qui était dans la course. On est d'accord sur Malcolm. J'avais Portis aussi. Ouais. Je pense que c'est pas Portis en 2. Moi. Je la trouve incroyable cette saison en sortie de banc. Je crois que je l'avais mis 1 au moment de la course. Au trophée de mi-saison. Ouais, au moment quand t'as fait la course à Noël. Ouais, non, Malcolm Brogdon. Ah ouais. Je veux dire, même quand il y a eu des galères d'effectifs, que Jaylen Brown a été un petit peu absent, donc sur le backcourt, Mazzulla a dû un petit peu composer et tout, il a gardé, quoi qu'il arrive, il a gardé Malcolm Brogdon en sortie de banc. Pourquoi ? Parce que c'est l'assurance de la mettre à la seconde unité adverse. Ouais. Voilà. Point barre. Il domine. Pourquoi ? Parce que Malcolm Brogdon, c'est un joueur maintenant qui commence à avoir de l'expérience. C'est un joueur, je le rappelle, il tournait déjà bien à Milwaukee. Et à Indiana, c'était plutôt genre un 20 points, 5 rebonds, 5 passes, avec des pourcentages de grand arrêt. Donc, ouais. On n'est pas loin du 50-40-90. En sortie de banc, propreté, efficacité, défense, fait jamais chier, perd pas le ballon, se fond dans les systèmes. Ah pardon, mais non, c'est-à-dire moi tu me dis demain, tiens, si t'as le choix, moi je prends Malcolm Brogdon, si j'ai le choix dans le 6e homme, je prends Malcolm Brogdon, c'est jouer 1, 2, enfin quand il a été récupéré, pratique, tout à fait. Quand il a été récupéré dans ce transfert avec les Pacers l'été dernier, il y a eu beaucoup de parce qu'en fait Malcolm Brogdon est un joueur de niveau titulaire en NBA. C'est un titulaire. Il l'a montré à Milwaukee, il l'a montré à Indiana, ça peut être un titulaire. Donc en fait, les gens regardaient ça et se disaient, tout à fait, devant Joel Embiid et Dario Saric. Waouh. Devant Dario Saric à la limite. Mais devant Embiid, c'est vrai que c'était autre chose. Mais bon, bref, c'est un autre. Il n'avait joué que 30 matchs, le pauvre. Process, c'était déjà un sujet à l'époque. Malcolm Brogdon, quand il a été remplaçant, on a fait putain, c'est un scandale, les mecs, ils ont un banc là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ils ont Malcolm Brogdon en sortie de banc. C'était dingue, c'était le meilleur joueur intrinsèque. No disrespect envers Quickley, Portis, Tyus Jones, etc. Brogdon, c'est un vrai titulaire. Ouais. Il a vraiment eu des niveaux de jeu mis sur le banc dans un rôle spécifique qui se sont permis d'avoir. Il y a un garçon que j'ai pas mentionné quand même, Nasrid, qui nous a fait une saison en sortie de banc du côté de Minnesota. J'étais en train de checker là. Saison en sortie de banc. J'avais oublié dans mes notes, mais Nasrid, point, comme on dit sur Twitter, qui a été énorme, qui malheureusement est blessé. Malcolm Brogdon, on est d'accord. Oui. En 2 et 3, tu as mis quoi un petit peu Portis en 2 ? En 2, j'aurais mis Portis. Et en 3... Enfin, j'ai mis Quickley et Portis. Ouais. En 3, j'aurais... Est-ce que j'aurais mis Quickley ou Monk ? J'aurais peut-être mis Monk. Parce que Malik. Ah oui, non, mais Malik, tu peux. Hein. On met donc Christian Wood, non. Hein. Pourtant, il fait les stats en sortie de banc. Hein. Ouais, Christian Wood, attention. Hein. Là, j'ai checké tout à l'heure. On mettra ça sur son CV. Hein. 17 points, 7 rebonds, pas sortie de banc. On mettra ça sur son CV. Hein. Christian Wood, ouvrez les guillemets. Pourtant, il faisait les stats. Hein. J'avoue. Le problème, c'est Christian Wood. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a amené du scoring quand il pouvait, mais ça a été trop. Il a été mal utilisé par Jason Kidd. On sentait que dès qu'il était sur le terrain défensivement, ça allait être une atrocité. Donc oui, il a les chiffres. Mais en vrai, titulaire, en fait. Hein ? Faudrait mieux l'avoir titulaire en fait. Bah il a tenté un line-up à Atlanta avec Javel Magui et du coup Capella et Collins. Le vidéo gag là. Création. La petite création de Jason Kidd. Bah Magui, Christian Wood, Josh Green, Luka Irving. Je comprends pas pourquoi tu fais la gueule. Franchement, t'as un front de courte là. Il y a Christian Wood et il y a Javel Magui. On va parler avec eux, tu vas voir, ils sont sympas. Bon, non, allez. On est d'accord sur Malcolm. Qu'est-ce qu'on enchaîne là ? On va devoir sortir le verrou. Ouh là là, attention, là il y a des fanbases qui sont en mode ouais, le mien il est meilleur, il a des meilleurs ratings. Et il est comment ça ? Nous sommes sur le trophée de défenseur de l'année. Donc on va devoir discuter tous ces garçons. Alex, les critères. Hein ? Il y a des clients. Il y a des gros clients. Les critères, Alex, on les rappelle pour être défenseur de l'année, il faut bien défendre. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, exactement, n'hésitez pas. Si vous faites des interceptions des contres, c'est un bonus. Non négligeable. Non mais, plus sérieusement, statistiquement parlant, on a plein de stats brutes et de stats avancées qui permettent de mesurer l'impact défensif d'un joueur. On a aussi nos yeux pour regarder des matchs. C'est pratique.
Et nous avons pas mal de candidats. Je trouve que c'est une très belle course aux défenseurs de l'année cette année. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs. Je sais qu'il y a des débats qui tournent autour de 2 ou 3 joueurs. D'ailleurs, je suis même pas forcément d'accord avec les 2 ou 3 joueurs autour desquels les débats tournent. Moi non plus. C'est autre chose. Oui. Mais par exemple, je ne vois que très peu, et je le comprends. C'est pour ça que je vais le citer tout de suite. Je vais voir ce qu'on va dire Bastien. Mais genre, non, Anthony Davis, donc il est pas dans le débat du défenseur de l'année. Alors, je comprends, il a raté plein de matchs. Hein. Je comprends le délire du ratage de match. Mais par contre, pardon. C'est Anthony Davis, quoi. Genre, les Lakers sont la meilleure défense depuis la trade deadline, là. Alors, quel est le dénominateur commun? D'Angelo Russell. Tu vois, non, faut pas déconner. Non, mais il est extraordinaire. AD est énorme, mais bon, c'est comme d'hab. Hein, mais oui, bien sûr, il s'est trop blessé. Lorsqu'AD est sur le classement des Lakers. Terrain. Voilà, il s'est trop blessé. Le classement des Lakers aussi global n'aide pas. Mais voilà, je voulais juste le mentionner pour que les choses soient dites. Mais franchement, Anthony Davis, c'est toujours la même question. Hein, s'il joue tous les matchs, puis après vous faites la phrase. C'est ça. Moi j'en ai un autre comme ça aussi. Hein. Vous le détestez du plus profond de votre être. Mais franchement, c'est très clairement être un hater et ne pas connaître le basket que ne pas mentionner Dillon Brooks dans la course aux défenseurs de l'année. Bien sûr. Dillon Brooks a été énorme. Il est monstrueux. Cet été. D'ailleurs, Memphis a la deuxième défense de la ligue en termes de rating sur la saison. Et un autre garçon dont on va parler, bien évidemment, mais Brooks. Cet autre garçon ne serait peut-être même pas dans la course aux défenseurs de l'année s'il n'avait pas un Dillon Brooks à côté. Dillon Brooks, ok. T'as l'impression qu'il a mangé un cendrier au réveil. Très bien. Tout le monde le déteste. Il adore ce rôle-là, pas de problème. Il va encore se faire des potes en play-off. Je comprends. Par contre, factuellement, votre joueur préféré, quand il croise Dillon Brooks, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Que vous soyez porteur de balle, que vous soyez sorti d'écran, tous les types de profils qu'il a pu prendre. Des Steph au trade, des Kyrie au machin. Même Kyrie, on a discuté, il a dit je vais te mettre la sauce. En première mi-temps, c'était énorme. Et après, il a fait vas-y, ça suffit. Dès qu'il a pris des gars, il les a anéantis. Et on va encore le voir en playoff cette année, vous allez voir. Sur les séries en plus, c'est un joueur trop pratique, Dillon Brooks, pour le coach. Taylor Jenkins, c'est extrêmement bien l'utiliser pour s'adapter, ajuster ta défense. Trop pratique, quoi. Puis alors, Dillon Brooks, quoi, il peut être en premier rideau sur Kevin Durant comme sur Kyrie Irving. Pardon, mais ça dit déjà énormément de choses sur le défenseur que c'est, quoi. Tout à fait. D'autres garçons qui sont sous-estimés comme ça, à qui je veux rendre des shout-outs, dit Anthony Melton. La saison de Melton du côté de Philly, il y a Embiid pareil qui est derrière pour assurer les troupes. Il y a PJ Tucker qui est là, mais alors Melton, quand tu sais que les deux gars qui sont les plus sur une extérieure, ce sont James Harden et Tyrese Maxey, défensivement, je vous laisserai checker ce qu'ils sont capables de faire. Non, t'es vache, il défend hyper bien au poste, James Harden. Mais oui, au poste, voilà, au poste de police, si tu veux. Y a pas de problème. En plus, défendre au poste chez les guards en 2023, c'est quand même très pratique. Souvent, c'est des cas de figure que tu croises souvent. Melton, il a rendu des services, mais il lui faut pareil, il lui faut une statue. À Philly, ils ont dit, on est dans la merde, lock-nous ça là. Ils ont envoyé Melton en mission et faut avoir maté les Sixers cette saison, mais Melton fait une saison défensivement très bon, c'est sûr, je suis d'accord. Shai Gilgeous-Alexander, mais il y a Luguentz-Dort aussi, c'est peut-être Luguentz-Dort que je citerai quand même le premier en parlant d'Oklahoma City. Les deux se renvoient la balle, bien sûr. Ouais, mais Luguentz-Dort, tu vois, tu parlais de Dillon Brooks, c'est pareil, Luguentz-Dort. Bah ouais, non mais... Il fait vivre des calvaires à des gens. C'est Luka en début de saison qui dit, franchement, pour moi, c'est le meilleur défenseur de la NBA. Si Luka le dit, je l'écoute. Ouais, non mais qu'est-ce qu'il est relou, il est tanké lui. Alors Dillon Brooks, je le mettrais dans la catégorie un peu en mode Matt Barnes survitaminé, tu vois. Et Luguentz-Dort, pour moi, c'est clairement un renard test tranquille, pas trop fou dans sa tête. Il est tanké de ouf, il est nez contre nez avec les gars sur l'homme. Luguentz-Dort, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Il est puissant, il est... Waouh, je l'adore. D'autres garçons évidemment qui font le taf, Bam Adebayo qui à chaque fois est oublié dans la course, qui a été incroyable cette saison. Ils font des top 5, il n'y a pas Bam Adebayo. Peut-être top 13. Alors qu'Adebayo, le mec, il nous a fait une saison défensive de malade mental. Pareil pour Jimmy, hein, mais Adebayo, il a été complètement dingue. Il y a eu des séquences de fin de match où Adebayo arrêtait 3 types à lui seul, où il était là genre non c'est bon, je vais faire le contest, prendre le rebond, sécuriser, faire le switch. Adebayo, c'est le meilleur défenseur d'une top 10 défense, Adebayo. Ah oui. Tu vois, c'est un critère qui est important. Bien sûr. Dillon Brooks, est-ce que c'est le meilleur défenseur de Memphis? Nous allons en parler, mais nous parlons donc du deuxième meilleur rating défensif de la ligue. Jimmy fait une grosse saison aussi. Jimmy, non mais bien sûr, d'ailleurs Dillon Brooks c'est pareil, pour avoir un gros rating défensif collectif, en général il n'y a pas qu'un seul bon défenseur dedans. Tu vois, c'est logique. Donc Dillon Brooks, il a Jaren Jackson, il a Steven Adams, Steven Adams très sous-estimé
dans sa qualité de placement défensif, la place qu'il prend sous les cercles et tout. Moi, je continue dans les mentions. Ouais. Il y a des garçons. Tout Milwaukee en mention. On va voir. Mais c'est avec cette équipe. Là, j'ai vu des mecs genre, ouais, parce que je Holiday, quand même, faut pas l'enlever. Puis attention, Brook Lopez, vous avez vu tous les comptes qu'il fait. Je suis là, et Giannis Antetokounmpo, juste Giannis Antetokounmpo, on en parle ou c'est comment en fait? Tueurs à gages, les mecs. Ouais. C'est-à-dire qu'on en vient à faire le truc dans Giannis Antetokounmpo, limite, il va même pas être dans le top 10 des défenseurs de l'année parce qu'il y a Brook Lopez et Jrue Holiday. Faut quand même y aller doucement. Bien sûr. Non, faut mettre le pied sur le frein même. Tout à fait. Tu as mis Nick Claxton dans les mentions parce qu'il a été dans les mentions. Il a été dans les mentions. Il y a 2 garçons dont on parle pas beaucoup, mais qui ont fait des performances défensives pour moi parmi les plus impressionnantes de la saison. Un, Jalen McDaniels du côté de Minnesota. Waouh. Oh la vache. Bien sûr. On parle souvent de ses progrès offensifs, mais en défense, il a été. Il est fort. Asphyxiant tout au long de la saison. Il a été très très fort. Et vu qu'il y a eu il y a eu une adaptation de la part de Rudy, pour pas dire un début de saison vraiment loupé de sa part, parce que KO et tout un tas de raisons. Mais McDaniels a été d'une régularité folle en défense. Aaron Gordon, du côté de Denver, qui a pris des monts. Les deux d'ailleurs, Jalen McDaniels, et Aaron Gordon, les deux ont ces qualités là de poste 3-4, long, athlétique, toutes les missions. Qui bougent. Exactement. C'est-à-dire que c'est qui le meilleur défenseur, le meilleur attaquant? Tu vas le prendre, Jalen McDaniels, tu vois? Je te dis, y a pas de, tu t'en fous qui c'est en fait presque. À part les tout petits meneurs rapides là qui sont un peu chiants, qui va pas y aller, mais sinon de poste 2, poste 3, poste 4, il prend tout le monde. OG. Ouais, OG Anunoby, super. Draymond quand il a envie. Et voilà, c'est un peu le problème. Un match sur 2. Je viens de citer d'autres garçons. Non, c'est pas mal. Non. Ouais, non, parce qu'après on va être dans les précipices. Il nous en reste 2 à citer quand même, non ou... Bah, si tu dis tous les Bucks, oui, donc il en reste 2. Il y a Evan Mobley et Jaren Jackson Jr. Ouais, je dis tous les Bucks, c'est ça, j'ai cité Brook Lopez. Parce que, en fait, côté Bucks, ce que j'aime pas, c'est les gens qui disent, oh, Brook Lopez, il fait trop de comptes. Oh, je Holiday sur l'homme. Oui, mais il y a Giannis aussi. Enfin, genre, je dis pas que je vais pas mettre un Buck d'ailleurs sur ma tablette. Là, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, n'oublions pas le contexte global d'un bon défenseur. Tout à fait. Et donc, je sais pas, Jaren Jackson, Evan Mobley, comme tu veux. On les cite? Ouais, on peut. Je sais pas. Peut-être quand même. Jaren Jackson, c'est le meilleur contreur de la ligue. Ouais. Cette saison, il a 3 comptes par match. C'est donc le meilleur contreur de la ligue et possiblement le meilleur défenseur, si tant est qu'on le mette meilleur défenseur que Dillon Brooks. Ça se discute, je trouve que c'est tellement différent que ça se discute. De la 2e meilleure défense en rating de toute la ligue. Donc c'est quand même... On a vu un avant-après retour de blessure de Jaren Jackson Jr. Memphis était bien. Jaren Jackson Jr. est revenu dans les Grizzlies. Et là, on a fait oh merde. C'est vrai que lui, il a vraiment envie de devenir terrifiant. Moi, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Il est terrifiant en protection d'arceau. Ah, il est dissuasif, ouais. Oh la vache. Je te confirme. Il y a eu des switches là. J'y réfléchis. C'est quoi encore que j'avais vu là? Pareil, c'était le match contre Dallas là où Kyrie était switché sur Jaren Jackson Jr. et t'avais qu'une seule envie, c'est de dire Kyrie, sors. Regarde par la fenêtre, là, il y a Jupiter. Vas-y, cours. Parce que tu t'avais une seule envie, c'était de sortir des lianes de ce mec. Problème pour lui, nombre de matchs joués. Et rebond. Et faute. Il y a des matchs de Jaren Jackson Jr. où t'as envie de dire ouais, c'est mort, c'est pas. Et les rebonds. Moi, il m'énerve au rebond. Ouais. C'est important en défense, hein. Une défense, ça se termine par un rebond défensif quand même. Ouais, après, tout à fait. Après, si collectivement, une des techniques, et ça s'est vu dans toute l'histoire de la NBA, le gars qui est trop fort en protection d'arceau, il fait ça, et qu'il y a des mecs qui font la rotation derrière pour prendre les rebonds, c'est une bonne défense collective avec le mec qui s'est sacrifié en premier. D'accord, ok. Je suis d'accord, juste, voilà. Ouais. Un peu, bon, un peu feignant, des fois rebond, pas toujours bien placé. Je le trouve pas au fort rebond, quoi. Il nous a fait ça, Jaren Jackson Jr. Il nous a fait des matchs où tu te dis genre, oh, Bill Russell, Kevin Garnett, et en fait, la semaine suivante, t'es là genre Adonal Foyle, Eric Dampier, enfin il nous a fait vivre un petit peu de tout. Les histoires de fautes là en antenne nationale, là, parfois j'avais envie de me gifler. Là. Il y avait des matchs de Jaren Jackson Jr. où je me disais, comment est-ce qu'il peut être deep boy alors qu'en fait, il a tout ce talent, mais il presse tout terrain Jordan Poole alors qu'il a 4 fautes. Ah bah ça c'est sûr que réfléchis frérot. Ah ça c'est sûr. Et Evan Mobley. Bon. Voilà. Félicitations pour les 6 prochaines saisons. Tu parlais de switcher tout à l'heure. Hein. Félicitations aux Cavs pour les 10 prochaines saisons. Hein. Et en switch, c'est Giannis Antetokounmpo en switch. C'est un taré. Je le trouve trop fort en switch. Trop fort. Trop moderne. Alors, il fait moins de contre en valeur brute. Par contre, il prend beaucoup plus de rebonds que des Brook Lopez ou des Jaren Jackson. Ouais, là... Alors que lui, il va en être quand même. Lui, je sais pas comment il fait. Hein. Il switch, il le rebond quand même. Hein. Non, bien sûr. C'est un taré.
c'est le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue. Ouais. Et il a 21 ans. Ouais. Voilà. Mais il est énorme. Voilà. Et il y a des gens, ils le foutent pas dans le podium du défenseur de l'année. Hein. Voilà. Ou même top 5. Hein. Non. Ouais. Je sais pas. Donovan Mitchell quand même. Hein. Ouais. Et en plus, ça sert un premier rideau. Que à la différence de par exemple Brook Lopez ou de par exemple Jaren Jackson, c'est qui s'occupe des premiers rideaux devant Evan Mobley. Les schémas défensifs pour toutes les critiques qu'on peut faire pour je sais pas, JB Bickerstaff, je crois pas qu'on l'ait cité dans le coach de l'année. Certes, nonobstant, malgré nonobstant, les critiques qui sont faites pour JB Bickerstaff sont réelles. Par contre, en termes de schéma où on s'est foutu de la gueule des line-up avec des grands l'année dernière quand ils avaient Mark Cannon, ou cette année la façon de bien utiliser Isaac Okoro fait que aussi. Certes, Evan Mobley est très très fort et on va voir qui on met sur la tablette et qui vous mettez dans vos commentaires. Mais il faut pas non plus croire que Isaac Okoro et Jarrett Allen font des saisons éclatées en défense. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Je visais plutôt Garland et Mitchell. Et nous visons Garland et Mitchell. Ça fait quand même deux guards. Tout à fait. Voilà quoi. Bien sûr. Voilà. Tiens, vas-y, Evan. Tu t'en occupes. Non, mais ouais, t'es dessus. Il existe totalement un scénario dans lequel vous pouvez dire individuellement, Evan Mobley a été le meilleur défenseur de l'année en NBA cette saison, et je vais te dire, ok, nice. Et s'il est le meilleur individuellement de la meilleure équipe défensive collective, on tranche ça sur tablette. On va trancher ça sur tablette. Allez, on tranche ça comme ça, on va savoir. Deep Boy. T'as pas cité de joueur des Hawks, Sébastien? Non, j'ai failli mettre Dejounte Murray, mais je me suis rappelé qu'on avait changé de coach en milieu de saison. Brook Lopez. Et Alex a mis Evan Mobley. Très bien. Brook Lopez. Ouais. D'accord. C'est le plus régulier du début à la fin de la saison. Il était dans la course, il était en lead de la course au début. Il a joué énormément de matchs, alors que d'habitude, c'est son péché mignon. Mm-hmm. C'est le contreur le plus... Vraiment, par rapport à Jaren Jackson Jr., c'est cette saison le contreur qui a le plus traumatisé des gens. Brook Lopez, il a été incroyable défensivement cette saison. Et il a tellement fait le taf sur lui physiquement, parce que l'année dernière c'était un peu inquiétant, qu'il y a même eu des situations de switch où en fait tu le voyais mieux. Beaucoup plus accroupi, à tenir c'est mieux. Pas encore, voilà, mais c'est mieux. pas Evan Mobley, c'est sûr. Non. Mais Brook Lopez, jamais, tout à fait. Mais Brook Lopez a fait une telle saison défensive que en fait, oui, j'adore Jrue Holiday, j'adore Giannis, j'adore tous les vétérans qui sont autour. Mais en fait, il suffit d'entendre comment parlent, les adversaires de Brook Lopez, et les coéquipiers. C'est-à-dire que Giannis, le premier, dit, franchement, en termes de MVP pur, en termes de valuable, quand Brook Lopez, il est là ou quand il est pas là, c'est le jour et la nuit. Parce que certes, il y a le côté offensif, mais là, vu qu'on s'intéresse à la course aux défenseurs de l'année, qu'est-ce qui fait que Giannis peut être aussi incroyable en free safety? C'est parce qu'il a une tour de contrôle. Mais il y a des gars, ils voient Brook Lopez, ils savent plus quoi faire. Il y a eu des comparos tout au long de la saison entre Brook Lopez et la deuxième partie de carrière de Tim Duncan. Pour avoir grandement suivi la carrière de Tim Duncan, la saison que fait Brook Lopez en défense, c'est incroyable. C'est quoi, c'est le deuxième meilleur contreur de la NBA? Il a quoi, 2,5? Deuxième, troisième, ouais. Il a 2,5, quasi 3. Il a été... Et les Bucks sont troisième meilleure défense de la Ligue, avec tout un tas de soldats extrêmement forts. Plus que les soldats. Non mais bien sûr, mais je veux dire des soldats, il a des coéquipiers qui sont... all defensive team. Évidemment. Yannis et Jrue en tout cas. Et plus après, il y a des soldats. Évidemment. Et tu vas me parler après d'Evan Mobley, pour tout un tas d'arguments que je peux imaginer, mais... Pour Brook Lopez, vraiment je trouve que c'est son année et on peut pas lui... En tout cas j'enlève Jaren Jackson Jr. de l'équation parce qu'il y a eu plusieurs raisons dont le nombre de matchs joués et des trucs vraiment très frustrants. J'ai 1 Brook Lopez, 2 Evan Mobley et 3 qui tu veux. Je peux te foutre... On a 10 personnes de Phoenix, tiens. Non. J'ai 1 Evan Mobley. Je peux mettre Jalen McDaniels, tiens, en 3. 2, j'aurais mis Jaren Jackson, je pense. Et en 3, j'aurais mis Brook Lopez. Okay. Je trouve que... Je suis d'accord à Brook Lopez, impact absolument incroyable, mais... Je n'arrive pas à... Et si je devais presque sortir un joueur, je sortirais encore Giannis, quoi. Quand tu regardes Milwaukee jouer, c'est sûr que Brook Lopez est absolument incroyable, mais Giannis, il prend trop de place, il prend trop d'espace, quoi. Il oriente tous les drives, lui et Jrue. Tu drives où ils veulent, c'est-à-dire dans Brook Lopez. Mais c'est pas pour vraiment diminuer la performance de Brook Lopez, c'est plutôt pour mettre en valeur celle d'Evan Mobley, qui, je trouve, est absolument incroyable et c'est le meilleur défenseur de cette putain de ligue aujourd'hui. Vraiment. Il est
trop fort. En tout cas, cette saison. Et l'environnement défensif est moins stable. En tout cas, cette saison. Oui, bah après, évidemment. Mais comme il est jeune, je me dis, bon, il va peut-être continuer, tu vois. Et je pense qu'il va continuer et qu'il va l'avoir, d'ailleurs. Qu'il est qu'au début. Ah ouais. Et, mais je trouve en plus l'environnement défensif quand même moins stable qu'à Milwaukee, clairement, ou qu'à Memphis. Et oui, il y a Jarrett Allen et Okoro qui sont des putains de bosseurs. Jarrett Allen très sous-estimé. Il a bien progressé en protection de cercle et au rebond par rapport au pivot qu'il était par exemple à Brooklyn. Okoro, je l'aime bien sur l'homme. Je l'aime un peu moins quand il n'est pas sur le porteur de balle en fait. Je le trouve un peu moins efficace. Alors que Mobley, je le trouve incroyable à tous les niveaux. Long, rapide, se déplace bien, il comprend, il fait attention à ses fautes. Il arrive quand même à participer au rebond. Il y a 10 par match, hein, quasiment. Enfin... Je n'arrive pas à me l'enlever de l'esprit et en plus je trouve que les statistiques avancées vont dans son sens. Avancées ou pas avancées. Oui, non mais avancées, il les a. Et j'ai mis en faveur j'ai mis en faveur le bilan des Bucks aussi par rapport à celui des Cavs. T'en as parlé avec AD par rapport aux Lakers. Voilà, c'est aussi. Ouais. Mais j'ai été très surpris de ne pas avoir Evan Mobley carrément dans beaucoup de podiums quoi. Non mais ça c'est. J'étais là genre putain mais qu'est-ce que ça c'est ne pas regarder le basket. Pourquoi en fait quels sont les arguments? Non, pour moi c'est le défenseur de l'année cette année. Je pense que la plupart des gens, en tout cas de ce que j'ai pu voir, lire, écouter concernant Evan Mobley, il y a plusieurs choses. Un, c'est moins sexy à l'œil. C'est-à-dire, pour moi c'est extrêmement sexy à l'œil, mais pour les non-casual, pour les personnes qui vont regarder des matchs à droite à gauche, apprécier la défense d'Evan Mobley, quand tu le regardes uniquement lui sur le terrain, dans sa propre moitié de terrain, c'est apprécier toute sa compréhension des déplacements et toutes ses lectures. C'est un chef-d'œuvre. Tu vois les problèmes de faute de Jaren Jackson, ça va jamais lui arriver quasiment ça à Mobley. C'est un chef-d'œuvre. Et il va prendre quelques kilos et ça va devenir insoutenable. Le deuxième truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire bon bah très bien, Sophomore il est dans la course, il va l'avoir dans 1, 2, 3 ans, etc. Sauf qu'il peut déjà l'avoir des cette année. Ah, moi je te parle de mon vote là. Tout à fait, mais moi je te dis là par rapport à d'autres gens qui ont dit oh mais c'est très bien comme saison, mais vas-y fais une très très bonne saison Sophomore là, tu vas nous rouler sur la gueule sur les années à venir. Moi je l'ai mis deuxième, parce que je trouve que c'est individuellement le meilleur. Mais par rapport aux critères dont on a pu parler, et tu l'as mentionné par rapport à Anthony Davis par exemple, il m'aurait fallu encore quelques matchs ou quelques irrégularités de Brook Lopez. Hein, il est sérieux quand même le bilan des Cavs, non? Oui, mais il est très sérieux. Il est très sérieux. Juste en dessous de celui des Bucks. Oui. Et où l'écart du coup entre... J'aurais aimé qu'il y ait un peu moins d'écart entre les deux. C'est-à-dire entre le defensive rating forcément des deux franchises, puisque les Bucks et les Cavs sont au côte à côte, avec des effectifs différents très certainement. Et je pense que c'est l'année où Brook Lopez doit l'avoir, et après sur le reste, allez-y, prenez la suite. L'année où il doit être sur le podium, et pour un joueur offensif en début de carrière, c'est déjà une très très belle reconversion. C'est formidable. Faut pas oublier ce que c'était Brook Lopez en début de carrière. Énorme. C'est un mec à qui c'est le recordman de points des Nets all-time. C'est un mec à qui on filait la balle au poste. Il est devenu shooter à 3 points et protecteur de cercle. Et défenseur de l'année 2023. C'est pas pour autant qu'il doit avoir un deploy à mon sens. À mon sens, non. J'entends. Nope. Dites-nous qui vous avez en défenseur de l'année, si les fans des Grizzlies sont d'accord ou pas d'accord. C'est bon. On a fait le tour. Non. Ah si, quelque part, on a un peu fait le tour quand même. Il nous reste le trophée en 3 lettres. Ouais, MVP. MVP, ça va aller vite, hein. C'est simple, hein, comme débat. Nous avons plein de garçons qui sont à la discussion, évidemment. On en a plein. Je rends juste hommage à quelques saisons, hein. Aux saisons de Tatum dont on a complètement oublié l'existence parce qu'en fait on a pris pour acquis John Tatum, de Luka Doncic individuellement, de Monsieur D'Aaron Fox ou de Domantas Sabonis, ça dépend qui voulait mettre tout en haut de Sacramento, de Monsieur Donovan Mitchell puisque tu parlais du bilan des Cavs et les grosses performances de Spider. On a eu sur certains moments du Steph, du Devin Booker, on a eu d'autres garçons qui se sont amusés. C'est un trio qui est en triade. C'est Giannis, Joel et Nikola Jokic. Donc si vous êtes américain et que vous regardez cette chaîne, vous pouvez aller vous faire foutre. Voilà. Comment procéder? C'est-à-dire on a déjà bien ramené le débat. On a déjà ramené le débat. Si tu veux, on peut foutre maintenant notre nom et repartir sur le débat. Moi, ça me va. On fait ça? Allez. Oh la vache. Les fans de Denver, j'ai mis Giannis.
J'ai mis Joel Embiid. D'accord. Donc nous n'avons pas mis Nikola Jokic. Moi je l'ai en 2 et Embiid en 3. Je l'ai en 2, Giannis en 3. Donc déjà, ça veut les dire vacances dans le Colorado, c'est pas pour cette année. Donc déjà, ça veut dire que pour Nikola Jokic, nous sommes tous les deux d'accord. Il n'est pas MVP cette année. Il n'est pas MVP cette saison. Pourtant, il pourrait l'avoir. Hein. Pourquoi, Alex? Pourquoi? C'est pas la vraie question, lui. c'est exactement. Ben, c'est vrai. C'est que moi, je pense que Giannis doit avoir le MVP cette année. Encore, oui. De toute façon, Jokic, ce sera encore. Il n'y a que pour Embiid que ce serait une première fois. Ouais. Là, pour le coup, on est à l'expression on prend pour acquis. Il y a bien un nom qu'on prend pour acquis en ce moment dans cette ligue, c'est Giannis Antetokounmpo. Bien sûr. C'est incroyable. Comment? Alors il va pas être dans le défenseur de l'année, c'est un catcheur, il va tout droit, il va même pas être en NBA First Team bientôt si ça continue et tout. Doucement, hein, c'est le MVP. Et statistiquement, il est complètement dans la rivalité avec des Embiid et des Jokic, absolument aucun problème. En défense, j'aime bien Embiid, mais je préfère Giannis, perso. Tu vois, même Embiid est très fort. Et il mange Jokic, mais d'une force absolument incroyable. Et il est à la tête du meilleur bilan de la Ligue. Hein. C'est Giannis Antetokounmpo qui est à la tête du meilleur bilan de la Ligue. Alors, on l'a dit pour Lopez, on va le redire pour Giannis. Hein. Il a un supporting cast de grande qualité. Et c'est le booster. C'est un leader absolument incroyable. Mm-hmm. Oui, c'est le most valuable player. C'est Giannis Antetokounmpo. Et après, on va pouvoir couper les cheveux en 4 et aller chercher dans les stats avancées et dire que Jokic est le plus efficace, mais que Embiid, on n'a pas vu un pivot être meilleur scoreur de la Ligue 2 fois de suite depuis Karim Abdul-Jabbar. J'ai vérifié, c'est Jabbar. Mm-hmm. Voilà, avant c'était Shaq. Enfin, Shaq, il a été qu'une fois, hein, mais de suite, je veux dire. Mais en fait, ce débat, cette course très serrée, parce que je veux dire, je veux pas te dire, genre il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de débat, au contraire, je trouve qu'il y a un débat, mais a mis selon moi en valeur à quel point on sous-estime Giannis Antetokounmpo. Je trouve ça complètement dingue, quoi. C'est quoi les arguments? Il est rentré. Il a déjà eu, c'est ça Non, mais il est rentré. Ça y est, c'est bon. Il est rentré dans la catégorie comme LeBron qui a été 150 000 fois 3e ou 2e ou machin. Oui, c'est bon. C'est bon. Il est en 32-12. On va pas quand même en parler tous les ans. C'est quand même LeBron. Bah si. Ça va. Oui, là, s'il passe, et alors? Giannis a été énorme. Des deux côtés du terrain. Enfin bon, bref. C'est un monstre. Moi, je vais te dire. Et en plus, il y a de la régularité. Je pense que si je devais schématiser un peu ma pensée ou la réduire en une seule phrase, ce serait Giannis est le meilleur joueur au monde. Oui. Jokic a fait la saison la plus complète. Non. Mais c'est Embiid le MVP. Non. J'aime beaucoup. Mais Joel Embiid a fait la saison la plus dominante des trois. Ouais. Je pense réellement que Giannis est le meilleur joueur des trois. Ok. Pour tout ce que tu as mentionné. Offensivement, défensivement, demain matin, tout ce que tu veux, avec une équipe, pas de problème. Je pense que Jokic, qui est quasi, ça y est lui aussi, en mode triple-double de moyenne, il n'y a pas de problème, numéro 1 de la conférence Ouest, elle est horrible cette course. Parce qu'on la regarde et on se dit, les trois ont des bêtes de dossier. Moi tu me dis, bien sûr, je crois que c'est un peu baissé avec les passes, peut-être il a 9.5 ou une connerie comme ça. Ah ouais? Je crois. Mais bon, c'est pas, je veux dire, en tout cas, c'est certainement pas ça qui va me dire genre, oh flûte, il est plus en télé de moyenne, bon bah c'est foutu. Non. C'est que je pense que Jokic a été énorme, et ça a été hyper compliqué. Jokic, tu me confirmes? Ah, t'as raison, il est à 9,9 passes. La honte. Oh, le nul. Ah ouais, non. Allez, ça dégage. Il est pas MVP. Il est même pas podium. Allez, Tatum devant. Non, mais Jokic en soi, il y avait l'aspect triple-double de moyenne, mais moi qui m'intéresse pas parce que Jokic a été tellement dominant, j'ai été hyper frustré de pas avoir la match-up Embiid versus Jokic. Je la voulais à Denver. On en avait parlé de ouf. J'étais hyper saoulé. Parce que je voulais que Embiid prenne ce challenge-là et y aille. On l'a vu jouer contre Phoenix, il s'est fait avoir par du Bismack Biyombo. Il fait son match quand même. Hein. Et il fait son match quand même. On a vu pareil à Milwaukee où, justement, Giannis, il allait au mastic face aux Sixers, tout à fait. Donc si tu compares notamment du équipe par équipe, pas de problème. Maintenant, Embiid, à qui on disait justement qu'il jouait pas assez de matchs,
a joué quand même un assez gros total de matchs. Puisque les 3, on est à 67, 64 et 62 matchs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est Giannis qu'on a joué le moins. Mais c'est rien du tout. Je sais même pas si un des 3 va jouer 70 matchs dans la saison. Et donc, moi, j'ai supprimé ce truc-là à la con de me dire j'ai joué 2 matchs de plus que toi. Non, 2 matchs, ça peut pas être suffisant pour. Donc après, j'ai le meilleur marqueur de la NBA. Oui. Qui, selon moi, est devant Jokic, puisque déjà le bilan premièrement de Philly est devant celui de Denver. Pareil, ça se joue à un poil de cheveux, mais en fait, ça y est, ça commence à se défaire cette affaire. Si je dis pas de conneries, je te laisse confirmer. Bah moi je crois pas, je crois que Denver a un meilleur bilan. C'est pour ça que je regarde. Bouge pas. Denver 52-26, Philly 51-27. Non, c'est Denver qui est Denver est passé devant, pardon. J'aurais bien voulu voir cette match-up entre Embiid et Jokic, parce qu'on avait fait toute une emphase, et on se disait, putain, c'est maintenant qu'il faut aller chercher. Donc, quand il y avait le match de janvier, j'avais trouvé ça formidable, sur le Denver-Philly, parce que Embiid avait fait peut-être un de ses meilleurs matchs en carrière, qui avait été énorme. Pourquoi je vote Embiid ? Parce qu'en fait, j'ai un peu du mal avec avec ce débat-là et le fait de dire bon bah je le donne une 3e fois de suite à Jokic. J'avais pas trop de problèmes avec les saisons précédentes, mais j'ai bien envie de donner à Joel cette saison parce que j'ai envie qu'il arrête les pleurnicheries autour du MVP. Tiens, vas-y, reprends ton truc et montre-nous que tu fais partie de cette classe-là. Parce que Jokic, il est capable de montrer qu'il est cette classe-là et Giannis nous l'a montré aussi. Mais Joel, c'est parti. Tu veux ton trophée ? Vas-y. Est-ce que Joel va récupérer son trophée en tongs ou pas ? Moi, je veux juste qu'il l'ait et qu'on arrête ses conneries. Et qu'il nous fasse un vrai run de play-off où on sait déjà que ce mec, on arrête de discuter autour de ce trophée de MVP. Et en fait, oui, peut-être que mon vote, du coup, il est un petit peu... Tu donnes ton trophée pour qu'il arrête de chouiner. Pas intégralement pour le fait de chouiner. Je sais, mais c'est un argument, quoi. C'est un argument à la con parmi tant d'autres. Mais je veux dire, la course, elle est tellement serrée entre les 3 que là, en fait, t'en viens à ce genre de conneries. Parce que moi, j'ai envie de le donner au meilleur score de la NBA. J'ai envie de le donner au joueur qui, selon moi, était le plus dominant des 2. Tu peux dire Giannis si tu veux. Tu peux dire Jokic aussi. Tout à fait. Jokic. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ce triangle, ça donnait quoi ? Ça donnait du Giannis qui s'est déplacé à Denver, où en fait c'est Jokic et les Nuggets qui ont gagné. Giannis qui a affronté les Sixers et en fait c'est Philly qui a gagné. Philly qui a affronté Denver, en fait c'est les Sixers. Battu, de toute façon. Donc les 3, même en confrontation en one by one, c'est compliqué. Donc j'ai fait plouf plouf, je me suis dit, tu sais quoi, Giannis, oui, je pourrais lui donner, allez, il a joué un peu moins de matchs que Embiid, allez, je peux donner à Jokic, bon, bah tiens, je vais le donner au meilleur marqueur de la NBA. Au final, je le donne à Joel Embiid, mais c'est pas avec une conviction énorme. C'est pas avec un genre, c'est celui-là et c'est sûr et certain. Genre toi, par exemple, t'es sûr et certain, c'est Giannis, et il y a un vrai écart avec les deux autres. Non, il n'y a pas un vrai écart, mais oui, je suis sûr et certain, c'est Giannis. Mais il n'y a pas un vrai écart, la course, elle est ultra serrée. Tu mettais Embiid en 3 ? Giannis, Jokic, Embiid. Oui. Des petits détails. Les chouineries. Moi, ça me le fait plutôt baisser que monter. Dis, je lui donne, on arrête de me casser les couilles. Ça n'arrête pas. Il est polyvalent. Franchement. Il est polyvalent, Embiid. Il joue des 2 côtés du terrain. Je le trouve un peu moins complet dans le jeu que les 2 autres. Oui. Dans le jeu global. Un meilleur scoreur, clairement. Encore que Giannis est pas loin derrière. Giannis sans technique et pas de shoot. 31 points par match quand même, les mecs. Sans technique, pas de shoot. Non, mais ça faut arrêter avec Giannis là-dessus. Non, mais tu vois, voilà, il met 31 points. C'est vrai que c'est moins beau, peut-être que c'est moins fluide, moins smooth qu'un Joel Embiid ou un Jokic. Ça, je conteste pas, mais non. Aucun des deux n'a mis Jokic. Non. J'étais surpris que tu le mettes pas, toi, du coup. Je m'attendais à ce que tu le mettes. Tu vois, j'ai fait coin flip. Franchement, là, en démarrant l'apéro, j'étais genre en mode Jokic, Embiid, Jokic. Bon, je l'ai 2 fois, vas-y, je veux bien le donner à l'autre. Et peut-être, oui, que je suis influencé par ces histoires historiques et que vous allez me dire, mais t'es complètement en con en commentaire, ça me dérange pas, mais j'arrive pas à le donner 3 fois de suite à Jokic. Alors que je m'étais dit à la base que c'était un argument de merde. Écoute, on va laisser les gens en commentaire décider. On va laisser les gens en commentaire trancher. Ouais, on va vous laisser. En majuscule, allez-y, vous avez droit à majuscule. À fond les ballons. Donc, si je fais le récap, nous sommes d'accord sur le rookie de l'année, c'est Paolo Banchero. Alex, en progression de l'année, tu as mis qu'est-ce que j'ai mis en progression de l'année ? Lauri Markkanen, tout à fait. J'ai mis Monsieur Jalen Brunson. Ensuite, nous sommes d'accord sur le coach de l'année, Mike Brown, qui est également suivi par Malcolm Brogdon pour le titre de 6e homme. En défenseur de l'année, Alex a mis Evan Mobley. Pendant que j'ai mis Brook Lopez, mettez-nous Jaren Jackson Jr. ou De'Aaron Brooks si vous en avez envie. Et enfin, sur le trophée de MVP,
Qui vous mettez entre Jokic, Giannis et Embiid? Alex a mis le grec, j'ai mis Joel Embiid pour pas parler de nationalité, et nous on va justement vous retrouver dans les commentaires. Dites-nous quels sont vos NBA Awards de la saison 22-23 et restez connectés. Pourquoi? Parce que très très vite dans les prochains jours il va y avoir de la science-fiction, des brackets contests, des previews de playoffs, un préchauffage de qualité. Exactement. On vous fait des bisous, à la prochaine sur YouTube. Ciao.